Le bon choix est celui que vous faites de nous suivre sur Héros Télévision, de suivre cette tranche non pas d'animation mais d'information intitulée le 7-9 simplement parce que nous passons chez vous de 7h à 9h du matin mais aussi de 7h à 9h du soir. Voilà les génies qui a poussé à créer l'intitulé donc de ces programmes que vous propose Héros Télévision. Messieurs et dames, nous allons commencer cette émission, mais tout de suite, place au sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a regagné Kinshasa après une tournée qu'il a emmenée dans quelques capitales d'Europe, mais aussi du Moyen-Orient. Insécurité à l'est du pays pendant que le combat se poursuit. Les prix Nobel Denis Mukwege plaident pour le maintien de la MONUSCO. Entre-temps, le Sénat de Martin Fayulu demande la convocation d'un dialogue pour renforcer la cohésion entre fils et filles de la RDC pour dire non à la balkanisation. Les élus de 2018 de Massissi, Rutshuru et Kwamut appelaient à continuer à siéger pour le compte de leur circonscription. Une décision de la Cour constitutionnelle qui s'explique par l'incapacité de la CENI à organiser les élections dans ces zones pour cause d'insécurité. Voilà, ça sera donc là le menu ou les grands titres de cette édition d'information qui est le 7-9. Messieurs et dames, tout de suite, place à l'actualité. Sera avec nous sur ces plateaux Fisson Kazadi. Fisson Kazadi, welcome. Merci Amen Dimoni. Tout de suite, place à l'actualité. Exactement. Nous commençons. Moscou, à travers son ministère des Affaires étrangères, affirme avoir approuvé un accord de partenariat militaire avec le gouvernement de Kinshasa. Ces partenariats devra toucher les secteurs de la formation, d'échange d'expérience, mais aussi des soutiens logistiques. Une nouvelle bien accueillie par plusieurs observateurs, notamment le député national Steve Mbikai, qui félicite le chef de l'État Félix Tshisekedi pour cette initiative salutaire de la nation. Steve Mbikai a été joint au téléphone par notre rédaction. Suivons-les. Oui, nous faisons voir dans notre tribune d'abord que le chef de l'État a fait une percée diplomatique considérable qui répond à la volonté populaire. Plusieurs fois, la population a manifesté la volonté de voir le chef de l'État se tourner vers la Russie pour résoudre la question de l'insécurité dans l'Est de notre pays. Parce que c'est un secret de polichinelle que l'Occident est un pompeux pyromane qui allume le feu le matin et qui fait semblant de l'éteindre le soir. Et nous savons que c'est bien lui qui équipe le Rwanda. Et le Rwanda travaille par procuration pour piller nos richesses pour l'intérêt des multinationales occidentales et pour lui-même. Cela étant, il y a des modèles à suivre, notamment le modèle burkinabé et malien. Et nous avons pensé que c'est une bonne chose que de signer le fait que la Russie a approuvé l'accord de coopération militaire avec notre pays. Cela va permettre de renforcer nos capacités militaires, mais aussi des équipements, et pour dissuader, n'est-ce pas, le Rwanda, ou l'Occident plutôt, à continuer à entretenir l'insécurité dans l'Est de notre pays. Mais comme je vais le dire dans cette tribune, la RDC n'est pas le Mali, n'est pas le Burkina Faso. Nous devons être sur nos gardes parce que l'Occident ne sera pas tolérer ou supporter le fait que la RDC se tourne vers la Russie. Cela étant, la sécurité de notre pays pourrait être menacée autrement, notamment le chef de l'État peut être visé par leur laboratoire. Voilà pourquoi je pense qu'il faut que le peuple soit derrière le chef de l'État en tant que commandant suprême
suprême des FRDC. Quand nous parlons de FRDC, nous parlons de notre pays, de l'agression rwandaise. Il ne doit pas y avoir d'un côté les opposants, de l'autre les membres de la majorité. Nous avons besoin d'être unis pour bouter dehors notre ennemi. Et aussi, j'estime que dans ces cadres, au sommet de l'État, il y a certaines pratiques et habitudes qui doivent être revues, notamment restreindre un petit peu le mouvement du chef de l'État, parce qu'on doit le protéger pour mener à bon port tout ce qu'il a entamé comme processus dans l'intérêt de notre pays. C'est un peu le sens de cette tribune. Restons toujours à l'est du pays avec vous, Fiston Kazadi. Arrestation d'un groupe de traîtres, acteurs politiques et citoyens travaillant activement au nord Kivu en faveur de l'armée rwandaise et de terroristes du M23 par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces collaborateurs de l'ennemi et traîtres de la République seront présentés bientôt à la nation congolaise. Amen Dimoni. La suite. Au sujet des traîtres de certains Congolais qui ont rejoint la rébellion du M23 appuyée par l'armée rwandaise, à l'instar de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, le député national Constant Moutamba a demandé au ministre de la Justice et garde des Sceaux de déchoir de leur nationalité congolaise tous ceux qui se sont permis de faire allégeance aux agresseurs de la RDC. C'était au cours d'une conférence de presse. Après Constant Moutamba, nous allons prendre quoi, Fiston Kazadi? Décidé cette fois-ci, après 5 jours de travaux du Conseil national de l'ECID, le parti politique de Martin Fayulu n'a pas manqué de faire quelques recommandations sur la situation politique et sécuritaire du pays, notamment la levée rapide de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, la fermeture de nos frontières entre le Rwanda et l'Ouganda. Et Martin Fayulu appelle à l'implication des pères spirituels pour faciliter des discussions entre filles et fils du pays pour éviter les risques de la balkanisation. Amen Dimon. Nous allons suivre quelques recommandations qui ont été formulées à l'issue de ces travaux du Conseil national de l'ECID parti cher à Martin Fayulu. Le Conseil national de l'ECID invite le Bureau national à solliciter l'implication des pères spirituels de notre pays, de créer les conditions de discussion entre filles et fils du pays autour du thème vérité, réconciliation, cohésion nationale, pour mettre en échec le projet de désintégration de notre pays et mettre fin aux crises politiques récurrentes en vue de redonner au pays toutes les chances de se reconstruire. Le Conseil national de l'ECID demande au Bureau national de mobiliser les Congolais pour la cohésion nationale et à cet effet, organiser des manifestations d'envergure dans le pays et dans la diaspora afin de montrer notre détermination à sauver l'intégrité territoriale de notre pays. Résolution numéro 8. Le Conseil national de l'ECID considère que le pouvoir en place s'est complet dans les antivaleurs suivantes: l'instrumentalisation de la justice, la création des milices, la promotion du tribalisme, la violation systématique des droits humains, la banalisation de la vie humaine et la caporalisation des institutions d'appui à la démocratie. Par conséquent, il entraîne le Bureau national à combattre ces antivaleurs. Résolution numéro 9. Le Conseil national de l'ECID s'oppose à tout changement de la Constitution ou toute révision touchant les articles verrouillés. Ainsi, il demande au Bureau national de ne ménager aucun effort pour faire échec à toute tentative de changement de la Constitution et à toute révision intempestive. Résolution numéro 10. Le Conseil national entraîne le Bureau national de l'ECID d'engager urgemment
de réforme nécessaire des organes du parti pour la conquête du pouvoir en vue de sauver le pays. Nous allons à présent parler de Denis Mukwege. Nous allons toujours rester à l'est du pays. Le prix Nobel de la paix, le professeur Denis Mukwege, appelle au maintien de la MONUSCO dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour lui, un retrait précipité risque de laisser un vide sécuritaire dans cette partie. Les FARDC seuls ne sont pas encore capables de gérer les menaces des groupes armés. Les casques bleus et la brigade d'intervention ne peuvent pas, tant que l'armée et la police nationale congolaise ne seront pas en mesure d'assurer la souveraineté de l'État et la protection des civils, insiste le docteur Denis Mukwege. Prenons à présent du chef de l'État, Fiston Kazadi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a clôturé sa mission de 2 jours à Doha, au Qatar, durant laquelle il a eu plusieurs rencontres, notamment un tête-à-tête avec l'émir du Qatar pour échanger sur la coopération bilatérale et des investissements. Félix Tshisekedi a profité de sa présence à Doha pour participer à la journée du Congo RDC célébrée dans le cadre de l'Expo Doha 2023. Autre nouvelle, Fiston Kazadi. Je crois que c'était un reportage. C'est un reportage. Nous allons suivre ce reportage qui dit ce que Fiston Kazadi vient de nous donner comme information. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'1 heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre la RDC et le Qatar pour enfin les rendre concrets. Il y a 2 ans, nous avons signé une série d'accords avec le gouvernement qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée, l'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire, ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles en la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application et mon collègue a promis que dans les jours à venir, ils vont donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout a été fait et je pense que avant, en tout cas la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Dans l'eau aussi c'est clair, l'argent est là. Et puis il y a le problème de l'aéroport, la construction de l'aéroport de Njini. Bon, on s'est échangé des informations. Il doit y avoir par la suite, comment dirais-je, des discussions qui vont continuer d'harmonisation pour voir, mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé il y a un peu plus d'1 an d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade flambant neuve. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'1 année et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme vous le dites, très riche
et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que, bon, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays. Voilà les chefs de l'État donc est de retour après ce voyage. Les élus de Rutshuru, Masisi et Kwamut autorisés à siéger à l'Assemblée nationale en attendant les élections dans leur circonscription par la Commission nationale électorale indépendante. C'est un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été rendu public ce 5 mars. Cet arrêt est logique, estime Maître Willy Wenga, qui ajoute que le mandat des députés prend fin à l'élection de celui qui doit le remplacer, c'est-à-dire les élus cités de 2018. Leur mandat n'a pas encore pris fin. Amen Dimouani. Il continue. Allons-y, allons-y. Dans une correspondance adressée au président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le vice-gouverneur de la ville, Gérard Jekoko dit Mulumba, a annoncé sa démission comme vice-gouverneur. Il a été élu député provincial de la ville de Kinshasa aux élections de décembre 2023. Et conformément aux dispositions de l'article 108.9 de la Constitution, il a résolu de démissionner de ses fonctions de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Il faut rappeler que Jekoko Mulumba, il est élu de l'UDPS de Tshisekedi. Il est en même temps dans la course pour le gouvernorat de la ville de Kinshasa. Exactement. Prenons autre chose. Nouveau scandale à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour cette nouvelle législature. À peine installé, le président du bureau provisoire, Amos Mbokoso, est sur le point d'être renvoyé. Il serait accusé de détournement de 300 000 $ américains par les députés provinciaux. Mais ces élus de Kinshasa n'ont pas encore le détail sur la provenance et les circonstances de ces détournements. Donc, nous parlons là du bureau provisoire, du bureau d'âge seulement. Exactement. À peine installé. Exactement. À peine on parle de détournement de 300 000 $. Et le président donc ça barde déjà là-bas. Impliqué. Ça barde déjà à main du monde. Passons à autre chose, frère. Prévenir le danger et épargner la population quinoise, c'est la décision prise par le ministre des Hydrocarbures lors de sa descente à la 12e rue Limité après un incendie qui a ravagé un dépôt de carburant qui aurait fait un mort et des dégâts matériels. Didier Boudimou a accepté la fermeture définitive de l'entrepôt de stockage de produits pétroliers à proximité des habitants dans un quartier résidentiel à Dimouani. Il y a des réactions à suivre. Oui, il y a un témoin qui a parlé. Voilà. Place c'était juste un temps vers 7h, tu as ma carte. Alors, pour quitter, tu moni moto et la licolo. Tu moni moto et la licolo. Bon, tu vas quitter sur les akinin. Tu as l'intervention. Tu koti na lupangu. Tu m'as balaki belete. Alors, c'est juste, tu as qui papa sénateur, ami boaki na se. Papa sénateur, ami boaki na maman maro bazalaki na ami boaki. Bon, tu qui babi a koufi déjà. Maman dans un hôpital. Alors, na deuxième niveau, na troisième niveau, maman moko azalaki kuna. Maman azalaki kuna akangama na balcon moya kita ezate. Alors to bundana ki to tia escalier ameko kita mais lokola za maman so azalaki ata mobile. Alingaki peut-être abundana akoyata na seme isimbaki. Vous comprendrez là donc que c'est une erreur, ce ne sont pas les images que nous voulions suivre. Ça, c'est un autre accident donc, qui s'est passé à la commune de Limité il y a plusieurs mois déjà. C'était donc une erreur de notre part. Passons à la deuxième nouvelle, toujours liée aux incendies. Cette fois-ci, nous sommes à l'intérieur du pays.
Cette fois-ci, à Tchopo, un camion citerne transportant du carburant à appartenance du territoire de Luboutou dans la province du Maniema a pris feu ce mardi aux environs de 21h à Kisangani au point kilomètre 23. Ces camions provenant de Kisangani pour ravitailler le carburant dans la province de Maniema, précisément à Kindu. Bilan, aucun mort, sauf quelques dégâts à signaler à Mendimouane. Et on termine par quoi? On termine à l'international, apparemment. À l'international, enfin confirmé le premier tour de l'élection présidentielle fixé le 24 mars de cette année au Sénégal par le porte-parole du président Macky Sall. Après cette décision, le chef de l'État sénégalais a dissous le gouvernement et remplace le premier ministre en place. Il faut savoir que la proposition du dialogue proposée par le président Macky Sall a été rejetée par l'opposition et la société civile sénégalaise. Nous allons suivre ce reportage qui revient sur les sujets et nous passerons directement à la prochaine rubrique. Merci Fiston Kazé d'être passé. Merci Amen Dimoine. Une élection avant fin mars, ce nouveau rebondissement dans la crise électorale sénégalaise fait la une ce matin. Ce mercredi, le Conseil constitutionnel a officiellement rejeté les propositions du dialogue national. Pour les 7 sages, le scrutin doit se tenir avant le 2 avril, fin du mandat de Macky Sall. Rapidement, le président réagit, il dissout le gouvernement et fixe en Conseil des ministres la date du 24 mars pour le premier tour. Une bonne nouvelle pour l'opposition. Il était temps parce que le peuple commençait à s'inquiéter par rapport à tout ce silence-là, parce qu'il fallait qu'on respecte le calendrier républicain. Donc le mutisme du président de la République, mais également du Conseil constitutionnel, commençait à prendre de l'ampleur. Ils ont décidé de prendre les responsabilités. Ils ont décidé qu'il n'y aura pas de chaos au Sénégal et que les populations vont tout simplement aller voter et rentrer chez eux. Le dialogue national qui s'est tenu la semaine dernière avait proposé la date du 2 juin pour l'élection. Il souhaitait aussi un réexamen des dossiers de candidature, mais le Conseil constitutionnel s'y est également opposé. Seuls les 19 candidats déjà validés seront autorisés à participer à l'élection. Malgré la crise, les institutions sénégalaises fonctionnent et le pays fonctionne selon des règles de droit. Et c'est ça qui est le plus important. Et surtout, l'idée d'aller à l'élection présidentielle donc dans ce mois de mars est arrêtée. Et certainement dans un dialogue fécond entre les institutions du président de la République et du Conseil constitutionnel. À l'origine de la demande du report de la présidentielle, le PDS, le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade, son candidat Karim Wade avait été écarté en raison de sa binationalité. Le parti estime que si le scrutin se tient en mars, la loi électorale sera violée puisque le décret convoquant le corps électoral doit être publié au moins 80 jours avant l'élection. Or, il en reste 17 avant le 24 mars. Voilà, c'était tout pour l'actualité. Nous allons passer à la prochaine rubrique. Nous allons donc passer à la prochaine rubrique qui suit celle de l'actualité. Avec nous sur ces plateaux, Dieu merci Moukoko. Mbote, bonjour, bonsoir, Dieu merci. Salut Amen Dimoine. Avec vous, nous allons parler d'un sujet, on en a parlé tantôt là dans la rubrique actualité. Voilà, il y a 3 circonscriptions électorales. Nous avons Massissi, Rutshuru et Kwamut. Nous sommes là dans la province du Maïndombe. Ce sont 3 coins de la RDC où ça barde encore, où il y a une insécurité grave. C'est même pour cela que la CENI n'a pas pu organiser les élections là-bas. Comme si ça ne suffisait pas, nous qui attendions à ce que les choses rentrent dans l'ordre pour avoir des nouveaux élus dans ces coins cités si haut, la Cour constitutionnelle s'est penchée sur les sujets et a décidé que les élus de 2018 de ces coins-là sont autorisés à continuer à siéger pour le compte de leurs
circonscription électorale. Quelle est la base juridique de cette décision? Dieu merci, Moukoko. Évidemment, Amen Dibouanik, c'est un arrêt qui est logique par rapport à certains doctrinaires en droit, mais aussi un arrêt qui aujourd'hui pose problème par rapport à certaines interprétations. Mais ici, il est utile, avant de parler de la base de la loi, de souligner que la Cour constitutionnelle est la cour de cour, et en autorisant à ces députés qui ont été élus depuis 2018 de continuer à siéger alors que les élections n'ont pas été organisées dans ce coin du pays, et une sagesse qui va fixer les opinions, mais aussi qui prendront en compte cette représentation de ce point de notre pays. Et logiquement, si nous lisons la loi, et l'article 110 de la Constitution pose les principes pour dire que le mandat des députés nationaux et des sénateurs prend fin à l'expiration de la législature, et toutes ces raisons sont donc énumérées pour nous montrer à quel moment les mandats de tous ces députés doivent prendre fin, mais aussi lorsque nous voyons la combinaison de l'article 94 et l'article 95 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que ces articles ne vont pas en contradiction de la Constitution. Ces articles appuient la même position du législateur, mais nous notons qu'avec l'article 94 du règlement d'ordre intérieur, que la législature, si nous lisons l'alinéa 3 de l'article 94, que les mandats des députés commencent à la validation de pouvoir par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée. Et compte tenu de la situation, c'est quoi? De la République démocratique du Congo n'a pas organisé les élections, et donc il y a ces difficultés pour que la nouvelle Assemblée puisse siéger, et donc de ces faits, la sagesse de cette Cour nous a amené à déclarer ou à autoriser les anciens députés à continuer leur mandat pour voir prochainement qu'est-ce qu'il faut faire. Une décision qui va dans les sens, une décision bien reçue par certains, par les anciens élus évidemment, et très mal reçue par d'autres. Évidemment, parce qui avait que, des ambitions. Vous savez, les défis, les ambitions, comme vous venez de les dire, sont toujours de taille lorsqu'il s'agit des élections partout, même dans l'ensemble du territoire national, parce que certains rêveraient d'être sénateurs, certains rêveraient de devenir gouverneurs, mais certains aussi rêveraient en ce moment même, alors que les élections sont organisées, avoir un mandat au niveau de ces coins pour pouvoir porter sur leur dos la position ou les préoccupations de population dans ce coin. Surtout qu'il s'agit après chaque législature, allais-je dire, aux populations d'évaluer les mandats des députés. Vous savez qu'aujourd'hui, nous donnons les listes de dire que tel député a échoué, tel député n'était pas revenu pour voir sa base, alors qu'il est de tradition au regard de la loi que chaque député vienne visiter sa base. Et voilà, donc il y a encore de têtes dans ce coin qui pouvaient s'élever, ou des nouvelles valeurs qui pouvaient faire leur entrée au niveau de l'hémicycle pour pouvoir porter encore les problèmes et les défis de cette population. Mais qu'est-ce qu'il faut dire de nouveau? La situation se présente telle qu'elle est, et nous espérons qu'ils pourront apporter les vraies questions de ce coin au niveau de l'hémicycle. Et pour information, Dieu merci Moukoko, parmi les élus de 2018 qui doivent revenir, il y en a un qui s'appelle François Nzekouye. Lui, il est de Rutshuru. Comme il est du PPRD, lui, il a carrément refusé de siéger. Il dit, il ne siégera pas. C'est son droit, non? C'est un droit de ne pas siéger, parce que s'il ne siège pas, je crois que son suppléant pourra siéger. Son suppléant pourra faire office de ces sièges, mais il faut aussi dire que c'est sage, quelque part, les ambitions, comme nous l'avons dit, avec tous ces défis. Il aurait peut-être dû penser à autre chose, voire être réélu, et pour pouvoir amener son défi jusqu'à terme. Et dans ce cas, c'est quand même trop facile aussi, hein, parce que la Cour va autoriser que ces
personne ne la siège. Est-ce qu'il y aura réellement les élections le jour qui viennent? Est-ce que la CENI sera en proie de réaliser... Surtout quand on sait combien c'est chaud dans ce coin. Effectivement, sa mission malgré tout ce qui se passe dans ce coin, parce que quelque part, il faut dire que le trouble qui se crée dans tout ce coin a une connotation ethnique et quelque part, c'est de la récupération politique. Et voilà, il y a autant de raisons qui peuvent toujours pousser ces députés-là à pouvoir réviser ces mandats et voir clair là-dessus par rapport à toutes leurs préoccupations. Nous recevions sur ce plateau. Dieu merci, mon coco. Merci d'être passé. À très bientôt pour la prochaine chronique. Je vous remercie aussi, Amen Diboni. Place à la prochaine rubrique. Ce sera la rubrique santé. Héros Télévision. Héros Télévision. Héros Télévision. Héros Télévision. Place à la santé avec nous sur ce plateau, Namas, pour parler santé. Naomi, je vois vos 3 sujets ici, mais j'aimerais bien que l'on commence par l'augmentation du nombre de cas de variole de singe au Touélé. Ok, une augmentation du nombre de cas de variole de singe dans le territoire de Dungu, dans la province de Owélé. Le statistique prélève l'enregistrement de 144 cas, dont 2 décès, selon le docteur Lucien Nikes Orawando, médecin en chef de la zone de santé de Doruma. Et vu la prévalence de cette maladie sur ces contrées, le médecin en chef lance un Non, mais ce n'est pas ce qu'on est en train de voir hein, sur les images. Je pense qu'il s'agit d'autres images qui peuvent... voilà, je pense que... Non, ce n'est pas ça non plus. Hein, mais la technique va nous aider. Exactement. Vous disiez donc? Je disais donc le médecin en chef a lancé un SOS pour la pénurie de intrants. Vous voulez parler d'un SOS? Un SOS, voilà. Merci. Pour la pénurie de intrants médicaux permettant à lutter contre cette épidémie non encore proclamée sur cette étendue du pays. Mais seulement, il faut noter que c'est depuis le début de cette année qu'il a été observé une légère augmentation du nombre de cas de variole des singes sur l'ensemble de l'étendue de la RDC, qui est passé de 1400 cas et 645 décès en 2023 à 1853 cas avec 155 décès en janvier 2024. Maintenant, nous allons parler du nouveau calendrier des vaccinations qui a été rendu public par le programme élargi de vaccination PEV. Là, c'est le tableau qui nous avait été présenté tout à l'heure, qui nous concerne. Le tableau qui est derrière moi. Le programme élargi de vaccination a publié un nouveau calendrier vaccinal intégral pour les enfants âgés de moins de 15 mois. Alors, selon les programmes, à la naissance, il y aura un vaccin contre la poliomyélite et la tuberculose. À 1 mois et demi, le vaccin contre la poliomyélite, diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite virale B, méningite, pneumonie, diarrhée à rotavirus. À 2 mois et demi, vaccin contre la poliomyélite, diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite virale B, méningite, pneumonie, diarrhée
à rotavirus. À 3 mois et demi, vaccin contre la poliomyélite, diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite virale B, méningite, pneumonie, diarrhée à rotavirus. Et à 9 mois, vaccin contre la rougeole et la roubeole, fièvre jaune et la poliomyélite. À 15 mois, donc, le vaccin sera fait contre la rougeole. Noïma Sanga, nous sommes au mois de mars et nous avions promis chaque jour de pouvoir parler d'un sujet qui concerne la femme, un sujet santé. Et cette fois-ci, vous vous êtes penché sur quoi? Alors, cette fois-ci, je suis partie sur la beauté et la femme. Qui dit femme dit la coquetterie. Et pour être coquette, les femmes actuellement utilisent des produits cosmétiques. Et là, j'ai dû parler avec une dermatologue qui nous a éclairé sur les enjeux de produits cosmétiques dites make-up sur la peau de femme. Ça vieillit, ça rend la peau vieille et ça affaiblit. On va entendre la suite, mais elle a plutôt insisté sur comment usager ces produits tout en conservant l'éclat de sa beauté pour ne pas que la peau n'effane. Docteur Mira Mutombo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, nous allons l'écouter, écouter ses conseils. Pour protéger sa peau, il est nécessaire d'appliquer des méthodes qui préservent le fonctionnement normal et l'organisation normale de la peau, qui préserve ce fonctionnement-là. Et ces méthodes qu'il faut appliquer, c'est notamment le bain corporel, matin et soir, avec un savon doux. Le savon doux, généralement, c'est le savon des bébés. L'application quotidienne d'une crème hydratante ou ultra hydratante, ça dépend des types de peau. Et le spécialiste peut aider la personne à savoir quelle est la crème ou la lotion qui est adaptée pour sa peau. S'agissant des produits de beauté et des produits des make-up, ils ont certains risques. Les risques sont notamment les irritations ainsi que les allergies de divers degrés. Quelles précautions prendre pour éviter tous ces risques? La première précaution consiste à tester le produit avant de l'appliquer totalement. Évidemment, vous allez l'acheter, donc vous aurez déjà dépensé. Vous arrivez à la maison, vous testez sur une petite surface de joue. Et vous voyez ici, il n'y a pas de réaction, donc c'est adapté pour vous. S'il y a une réaction genre rougeur, picotement, démangeaison ou des petits boutons, ça veut dire que vous n'allez pas tolérer le produit, il faudra tester un autre. Ça, c'est une chose. Mais si le test répond bien, donc vous pouvez l'appliquer sur tout le corps ou tout le visage. Ensuite, la deuxième précaution, c'est de se démaquiller toujours avant de dormir. Et se démaquiller toujours avec une lotion démaquillante, ça veut dire c'est un liquide qui contient de l'eau avec un peu d'huile à l'intérieur pour permettre d'enlever toutes les couleurs, les produits qui sont faits, qui composent le make-up, les produits des make-up. Donc voilà un peu en résumé ce que je peux dire sur les précautions pour éviter les dégâts causés par les produits de maquillage. Oh femmes, surtout vous femmes africaines, si vous saviez combien vous êtes belles avec votre peau d'ébène et combien vous n'avez pas besoin de passer par tout ça. Aujourd'hui, nous assistons à des scènes où on peut voir une maman, cinquantaine d'années, avec un visage tout orange en cours de route. Elle s'est appliquée des trucs et de trucs. On voit que le visage et le corps n'ont plus la même couleur. Des fois, c'est décevant. Femme, anoblis l'homme en restant toi et en donnant le meilleur de toi. Le mal n'est pas l'application ou l'utilisation de make-up. Le mal, c'est l'exagération parce que tout excès nuit. Donc, les femmes, nous sommes appelées à utiliser... Moi, je ne pense même pas que les femmes ont besoin aujourd'hui de ces fonds de teint liquides, tout ça. Je préfère encore qu'on rentre dans les fonds de teint en poudre, c'est un peu mieux. Parce que là, franchement, et il y a beaucoup de désagréments. Vous êtes là, vous voulez faire une petite bise à quelqu'un, ou quelqu'un veut vous saluer, après vous vous retrouvez avec votre chemise salie. Et ce qui cause beaucoup de problèmes à certains hommes mariés. À leur retour à la maison, hein, vous savez, si vous ne le savez pas, quand vous vous maquillez, il faut toujours penser à ça. Évitez de faire des bisous aux hommes d'autrui, c'est pas bon, ça risque de salir, tout ça.
C'est pas très bon, c'est pas très bon. Mais le maquillage a été déjà utilisé bien avant nous. C'est peut-être les termes qui a été changé, la nomenclature, mais sinon ça a déjà existé avec le maman qui utilisait les Niovi, le rouge à lèvres et tout ça. Ça a juste été changé, mais je pense que, comme on dit, les faits sont connexes. Ce sont des faits qui ont déjà existé bien avant nous. Je persiste Cécile et je pense que la femme noire n'en a pas besoin. C'est mon point de vue et je l'assume. Naomi, merci beaucoup d'être passée. Merci Amélie. À la prochaine pour cette rubrique santé. Mais puisque nous allons parler femmes, nous allons faire un effort pour vous proposer à chacun de nos numéros le portrait d'une femme. Et aujourd'hui, nous avons recouru à nos archives et nous avons trouvé un joli portrait que nous vous proposons avant donc de passer à la prochaine rubrique. Il n'est pas toujours simple d'accepter son physique, en pleine époque où l'image que l'on renvoie aux autres ne cesse d'imposer sa dictature. Pourtant, vouloir être mieux, pour se sentir mieux ne peut être que chose de légitime. Pourtant, vouloir changer pour devenir quelqu'un d'autre peut s'avérer dangereux. Il faut donc s'accepter et s'affirmer. Parmi celles qui ont accepté de franchir ce cap, Ketty Leni Louenyema. Elle est fondatrice de Rondelle, une association qui encadre les femmes et jeunes filles. Alors, je suis Madame Ketty Louenyema Emungu, fondatrice de Rondelle Agence. Nous sommes en charge de mettre les femmes rondes dans leur visibilité et aussi pour promouvoir la beauté dans toute sa diversité. Vous savez, moi j'aime très souvent donner mon exemple parce qu'en fait Rondelle Agence est un peu l'émanation de ce que je suis, mais pas égoïstement. Je me suis dit en créant cette agence qu'il y a sûrement des femmes qui me ressemblent. Et il serait très intéressant, vous savez, quand Dieu vous donne un don, c'est toujours bénéfique, c'est une source de bénédiction de le partager autour de soi. Et aujourd'hui, on prône aussi l'empowerment entre femmes, c'est de pousser les femmes. Et j'ai toujours remarqué que les femmes rondes ont toujours un peu ce petit complexe-là d'être renfermées. Bien que, comme je vais encore revenir en disant que c'est assez complexe, parce qu'au Congo, les femmes fortes s'assument. Ketty Leni reste convaincue que la réussite passe par le perfectionnement. Moi, j'ai un peu ce côté un peu maternel. Je suis très, on va dire, cocooning comme ça. J'aime bien prendre un peu les gens comme mes sœurs. J'essaye d'être la grande sœur ou la maman que je n'ai pas eue, par exemple. Donc, je commence par un dialogue avec ces femmes, avec ces jeunes filles qui viennent vers moi. Très souvent, au premier abord, vous avez l'impression, comme je disais, il y a deux catégories. Vous avez l'impression qu'elles sont très rassurées. Mais lorsqu'on creuse un peu, on sent qu'il y a une petite douleur parfois, quelques blessures, et on essaye d'échanger. Et c'est vraiment au cas par cas. Mais très souvent, on passe par un team building. On essaie d'être d'abord tout ensemble pour échanger, pour que chacune voie un peu comment se comportent les autres, pour un peu les rassurer. Il faudrait donc vous fier sur ce que les gens dégagent, plutôt que de faire la course au visage et au physique parfait. Avec nous sur ces plateaux pour clôturer cette première partie de notre émission le 7-9, Christopher Chitamba, j'ai bien prononcé du début à la fin. Je n'ai rien zappé, Monsieur Sport. Nous commençons d'abord par le basketball. Et justement, vous avez bien prononcé les noms. Merci à vous, Abel Dimoni. Évidemment, on commence par le basketball et nous parlerons donc de la poursuite du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Mais avant, il faut annoncer que c'est déjà ce week-end, le 9 du 10, que le championnat de l'entente de basketball de Lumbashi va commencer. Cette entité a eu une difficulté à débuter, faute de membres à l'entité. Finalement, élection, Monsieur Pascal a été porté à la tête de cette entité et le début est prévu donc pour ce week-end du 9
et 10 septembre. Ce même week-end, donc, le championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa poursuit avec son bonhomme de chemin. Ça va se jouer sur le terrain devant vous, le terrain de la police à Lingwala. C'est le gymnase de la PNC qui va accueillir ces confrontations à venir ce week-end. Il faut déjà rappeler que ce week-end, l'Héritage va affronter l'équipe de NMG à 13h. Ça sera donc le dimanche. Ngaba Basket Club jouera chez les dames. L'équipe de Mboka Mboka à 15h30, à 17h30, toujours en version féminine. Héritage Basketball sera face à CBF Raphaël, alors que l'équipe de Foucache jouera celle de SCTP, Société Commerciale de Transport de Poste et Télécommunications, SCPT, on va le dire. Foucache, à l'image en noir tout à l'heure, sortait d'une défaite surprise lors de la première journée. Une seconde est proscrite, mais quand on sait que face à SCPT, ça n'a jamais été très facile. L'équipe de Foucache croise les doigts justement pour aller chercher cette victoire, mais ça risque d'être un match. SCPT, c'est une grande équipe. Hein? C'est une grande équipe. C'est cette équipe qu'on appelait Onatra à l'époque. Onatra à l'époque, voilà. C'est parmi les meilleures équipes de Kinshasa, je crois. En perte de vitesse tout de même, mais en train de récupérer ses lettres de noblesse, parce que Kinshasa a été dominé par SCPT, Onatra à l'époque, et Matadi aussi. Il y avait une équipe d'Onatra. C'était ces équipes-là qui dominaient un peu le basket sur le plan de la République démocratique du Congo, le plan national. Après, Mazembe avait pris le relais à Lubumbashi, Lupopo s'est essayé un peu. Finalement, c'est des équipes de l'Est, Goma Bulls qui s'est aussi essayé. Goma Bulls, voilà. Comme Chicago Bulls. Comme Chicago Bulls, Goma Bulls, qui était aussi parmi les bonnes équipes, mais qui a rarement remporté. Cette année, il y a eu Chosport qui a joué et perdu la finale. L'INAFoot, cette fois-ci, on va parler football. Et justement, Ligue nationale de football, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo, poursuit avec son bonhomme de chemin. Mais avant de vous donner ces résultats, voilà, ils sont là. Voici les quelques matchs qui vont se jouer ce week-end. Donc après son match nul contre l'équipe de FC Saint-Éloi Popo, l'équipe des Salésiens de Don Bosco reçoit Maniema Union, vainqueur de Dauphin Noir lors de la première journée. Le match va se jouer le 9 septembre prochain. Ce sera donc le samedi au stade Tout-Puissant Mazembe de la commune de la Kamalondo, toujours ce même samedi. Mais ici à Kinshasa, l'équipe des Aigles du Congo, vous avez pris habitude à en parler. Les Aigles de Vidier Chimanga, les Aigles qui sont nés de Daring Club Motema Pembe, mais aussi de JSK qui a été racheté. Voilà. De JSK, la jeunesse sportive de Kinshasa, qui a été justement rachetée par Vidi Chimanga il y a 7 mois. Cette équipe commence à faire parler d'elle, évidemment. L'équipe des Aigles va affronter le Football Club Saint-Éloi le Popo qui sort aussi d'un match nul comme son adversaire du jour. Le Popo avait fait nul avec Don Bosco, les Aigles avaient fait match nul avec l'équipe de l'association sportive Victoria Club. Et justement, il faut attendre dimanche pour revoir sur le terrain la SV Club. Cette fois-là, c'est à Lubumbashi, au stade Kibasa Maliba, autrefois appelé stade de la Kenya, mais avant c'était le stade Mobutu. À sa construction, finalement, ce stade qui revêt d'une autre robe va voir l'équipe des Kamikazes de Lubumbashi Sport affronter l'association sportive Victoria Club. On rappelle que le Lubumbashi Sport sort d'un cinglant 5-0 face au tout-puissant Mazembe Anglebert. On va revenir sur ces images tout à l'heure en rappelant quand même que pour le compte de la dernière confrontation, le TP Mazembe va se déplacer en terre connue tout de même. C'est à Goma que l'équipe va affronter. L'équipe de Mazembe devra affronter Dauphin Noir dirigé par un certain Guy Loussadi Soubassissila, ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert qui a joué au début des années 2010. Et justement, voici le match des TP Mazembe Anglebert et l'équipe de Kamikazes de Lubumbashi Sport. C'est Oscar Kabouit le premier à ouvrir le score. Finalement, c'est Chen Traoré qui va ramener les deux équipes à 2-0. Ce sera avant la pause. Et en deuxième période, 3 autres buts vont être marqués. Passion Mwamba va donner le coup de grâce avant finalement pour s'amuser que Cheikh signe un doublé dans ce match avec un impact certain d'un certain Joël Beyatumuteka qui de plus en plus s'impose dans cette attaque du tout-puissant Mazembe Anglebert. Ce match s'est joué le mercredi, un match en retard puisque les Corbeaux du TP Mazembe Anglebert étaient en déplacement pour le compte de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. À titre de rappel, Mazembe est revenu avec en poche une place de qualifié en quart de finale. On attend le tirage au sort pour le 12 mars prochain, a annoncé la Confédération africaine de football, mais le TP Mazembe Anglebert connaît déjà l'un de ses 3 adversaires. Mazembe jouera peut-être
ASEC Mimosa, ce sera une équipe ivoirienne ou encore le National du Caire Al-Ali, une équipe d'Égypte ou même Atlético Petroleos d'Angola, Petro de Luanda. Mazembe retrouvera l'un de ses 3 adversaires pour le compte de la phase de quart de finale. On rappelle quand même que dans ces quarts de finale, il y a 5 anciens champions. Le National du Caire Al-Ali qui compte plus de 10 trophées, le TP Mazembe Anglebert qui en est à 7, toutes compétitions confondues sur le continent africain. Il y a la SEC Mimosa, un trophée, mais aussi l'équipe de Wydad Athletic de Casablanca qui a été, elle, sortie de la compétition. Il faut signaler quand même que ce n'est pas pour rien que la colonie congolaise Amen Dimani se déplace jusqu'en Tanzanie, parce que les 2 équipes phares de la Tanzanie sont qualifiées à cette phase, Simba Sports Club et Young Africans. Ces équipes emploient les Congolais. Vous vous rappelez à la Coupe d'Afrique des Nations d'un certain Inunga Baka, défenseur central, eh bien il joue au sein de l'équipe de Simba Sports Club. Et tout le monde va avoir pour le soutien. Tout le monde justement ira chercher à soutenir les Congolais qui sont dans ces équipes et évidemment soutenir le TP Mazembe qui reste l'unique étoile congolaise à briller sur le continent. Nous allons chuter par quoi, Christopher? On n'en parle pas tous les jours, ce sera donc le sport des entreprises, corporate, le groupe des sports particuliers. Peut-être pour beaucoup, c'est un nouveau mot, pour beaucoup, ça vient peut-être d'arriver, certains ne connaissent même pas. Eh bien, messieurs, si vous avez une entreprise, vous pouvez l'affilier aussi pour pouvoir participer à des compétitions des sports, foot, basket, natation, ça dépendra. Et justement, c'est toute entreprise dûment connue dans le privé public et aussi les entreprises étatiques. Justement, messieurs Manga... On peut parler d'une fédération? On peut parler dans un sens d'une fédération qui s'occupe des sports particuliers, ça veut dire les sports corporate. Ils sont encore dans l'officiel ou c'est officiel? Ils sont déjà dans l'officiel et justement ce sont les précisions à notre micro qu'a donné M. Omanga Oussoudou qui en est le président, mais sont à la recherche des membres. Donc déjà le 16 mars prochain ils seront en assemblée élective pour essayer de combler les vides et déjà un confrère Fanfombi Tanguila Ichilumba a postulé comme secrétaire, lui qui a autre tâche à faire avec l'entreprise LNC. Voilà, ma curiosité m'a poussé à poser des questions qui étaient déjà posées. Trouvons les réponses à ces questions justement dans cette interview que nous allons suivre. Le groupement existe, c'est légal, et nous avons été installés par le ministre des Sports et Loisirs pour appliquer la loi sportive dans le secteur du travail, pour créer des mécanismes à partir de la loi, des mécanismes légaux dans le cadre de l'organisation des activités sportives et physiques dans le secteur du travail. Donc c'est un mouvement qui existe et pour ça, après notre installation par le ministre des Sports et Loisirs, nous avons eu 2 assemblées. Et nous organisons la 3e assemblée pour pallier aux carences créées par l'imitation, les pensions, les décès des membres qui ont constitué notre comité. Et les membres sont des agents des entreprises, du secteur public, des secteurs privés et même des institutions publiques. Donc ça concerne tous les travailleurs et c'est d'une manière légale. L'Assemblée générale aura lieu la semaine prochaine, le samedi 16 mars, au siège de l'institution, à la NEP, sur l'avenue Le Collet, numéro 36C, à 11h. Et là, nous aurons à faire des élections pour compléter les vides qui sont dans notre structure, et ainsi continuer à rendre la mission que l'État nous a donnée, c'est d'appliquer la loi dans le secteur sportif, dans le secteur du travail, et poursuivre encore avec l'installation des ententes provinciales, enfin, puisque le mouvement est national, il couvre l'ensemble du pays, afin que les provinces où il y a des structures sportives puissent avoir un comité qui va organiser, dans les comités qui vont organiser les activités sportives des travailleurs dans ces provinces, dans les 26 provinces qui composent notre pays. J'espère, Christopher, que dans les sports corporate ici, nous aurons uniquement les agents d'entreprise qui ont commencé à jouer. Ce ne sera pas question d'avoir des mercenaires, comme l'on voit souvent quand il y a 2 entreprises ou 2 groupes qui se rencontrent. Il faudra s'assurer que ce soit
effectivement les agents qui se mettent au sport. C'est justement, ça fera aussi partie des prochaines réunions de cette entité. Effectivement, il y en a certains qui trichent, malheureusement, alors que c'est de la compétition pour s'amuser un tout petit peu. Après, il y en a aussi qui emploient des jeunes. Vous savez que le football en République démocratique du Congo n'est pas institué comme métier pour autant, ce n'est pas une profession. Donc, il y en a qui peuvent avoir un petit taf à côté. Après, ils font du football. À ceux-là, on ne va pas leur refuser non plus de jouer. Mais s'ils jouent au niveau le plus élevé, par moment, je pense qu'il faut prendre des décisions pour essayer de rééquilibrer les forces. Parce que sinon, certains viendront avec des atouts beaucoup plus grands que les autres. Et ce seraient les mêmes qui gagneraient les trophées. Et c'est intéressant d'autant plus qu'intégrer les sports dans les entreprises est plutôt bonne chose. Très bonne chose parce que déjà il faut rappeler que les équipes comme le Lumumbashi Sport ou encore le Football Club Saint-Éloi Lupopo ou Natra, on venait d'en parler tout à l'heure, sont au départ des œuvres sociales des entreprises étatiques, para-étatiques et autres finalement qui ont été cédées à la gestion des individus. On parlera aussi des kamikazes de Lumumbashi Sport, bien évidemment. Donc, du coup, ça permet aux entreprises de faire vivre les choses un peu plus autrement. Il s'est de rappeler quand même que pour le cas de l'équipe de kamikazes de Lumumbashi Sport, c'était l'une des équipes la mieux outillée ou la mieux suivie en République démocratique du Congo. Téné, les joueurs de la générale de l'équipe de Lumumbashi étaient payés à la générale de carrière et de mines. À l'époque, les entreprises étatiques donnaient à la fin de chaque mois sac de riz, sac de sucre, sac de farine. On parle bien de la GECAMINE, voilà. Ce n'était pas de la blague. Ce n'était pas n'importe quoi, c'était vraiment un géant au niveau de la République démocratique du Congo. Puisqu'on parle des géants, vous l'aurez remarqué, très chers téléspectateurs, Christopher est beaucoup plus géant que moi sur ces plateaux. Ce qui me dérange beaucoup, c'est le seul chroniqueur maison qui m'aime mal à l'aise. Prochainement, on va vous trouver. J'essaie de tout faire pour qu'il puisse s'asseoir, mais Niet, il refuse. Il tient toujours à me complexer sur ces plateaux. Et ben, je le lui concède. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai reçu, comme d'hab. Toujours un énorme plaisir. À très bientôt, Christo. Cette rubrique avec vous. Après sport, nous allons parler de la culture juste après cette transition. Excusez-nous, ça arrive. C'est ça la télé, c'est ça la technique, ça arrive. Je disais donc tantôt pour parler de la culture, trêve de parole et beaucoup de musique dans ces nouveaux clips que nous vous proposons. Héros Télévision. Héros Télévision. Vous suivez Héros Télévision, messieurs et dames. Bienvenue à la deuxième partie de cette émission. Vous êtes bel et bien en train de suivre le 7-9. Cette tranche, non pas d'animation, mais d'information, que vous propose Héros Télévision. À la deuxième partie, comme d'habitude, nous allons nous entretenir avec notre invité. Un invité assez spécial avec qui nous allons aujourd'hui échanger sur l'actualité. Il s'appelle Corneille Mulumba Mujangui. Beaucoup de gens qui sont habitués des télévisions, des grands plateaux, connaissent ses visages. Monsieur Corneille Mulumba, Mbote, bonsoir. Bienvenue à ces plateaux d'Héros Télévision. Mbote, bonsoir, mon frère Diamen. Comment vous allez? Nous allons très bien, vous aussi, on espère. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité, monsieur Corneille Mulumba. Mais avant d'entrer dans les vifs, voulais-je dire, des sujets que nous allons aborder. Tout d'abord, c'est zapping, et puis nous allons revenir. Vous avez tous des téléphones. Prenez-en soin, car dans ce téléphone, il y a les larmes et le sang d'enfants et de femmes qui vont chercher du coltan. La RDC détient 2 des minerais les plus recherchés au monde, le coltan et le cobalt. Ces matières premières sont présentes dans beaucoup des appareils que nous utilisons tous les jours, comme les téléphones portables, les ordinateurs, les consoles de jeux et aussi les batteries de voitures électriques. Et pour obtenir ces minerais, les milices armées tuent, pillent, violent, massacrent la population. On est à ça d'une guerre totale entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et un embrasement général
de toute une région d'Afrique, celle des Grands Lacs. Parce que les rebelles du M23, qui sont le bras armé du Rwanda, c'est prouvé, permettent au nom de la défense des réfugiés Tutsis installés dans l'est de la RDC d'assurer un pillage en règle des minerais congolais qui s'élèvent pour la seule année 2023 à 1 milliard de dollars. Que vaut la vie des gens face au coltan, surnommé diamant de sang, le précieux minerai réclamé dans le monde entier? Il est là le vrai scandale. C'était important d'être ici à la manifestation aujourd'hui. Le MR a directement réagi avec la ministre Adjala Bib des Affaires étrangères, avec Michel Demac, le député fédéral, avec Georges-Louis Boucher, président du MR, où directement on a dit que c'est inacceptable d'avoir ces militaires rwandais sur le sol congolais, ces exactions qui sont commises au quotidien contre des civils. Ça doit stopper, on doit en parler et on doit réagir. Nous comptons déposer une résolution au Parlement. Les criminels ne doivent pas circuler en toute liberté à Bruxelles. Il y a des mesures telles que les visas. Pourquoi le laisser circuler? Il y a des mesures telles que la coopération. L'argent de la coopération ne devrait pas permettre à pouvoir acheter des missiles sol-air pour pouvoir tuer des Congolais, n'est-ce pas? Des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Une rencontre sur le champ de bataille pour remonter le moral des soldats. Les chefs d'état-major des armées des pays membres de la SADC se sont réunis à Goma pour la première fois depuis le déploiement des troupes dans le Nord Kivu. Une réunion perturbée par les rebelles. Selon l'armée congolaise, 5 bombes sont tombées sur la zone visitée par les généraux, provoquant la mort de 3 civils. À Goma, certains voient cette démonstration d'unité comme un message envoyé au M23. C'est un signal fort que l'Afrique tient à l'intégrité territoriale de tous les pays membres. L'Afrique est solidaire avec les autres pays quand il s'agit des conflits. Pourtant, les rebelles ne cessent de gagner du terrain. Après avoir atteint Saké, ils se rapprochent désormais de Goma. La capitale du Nord Kivu est quasiment coupée du reste du pays. Les prix de l'alimentaire ont explosé. Le lac Kivu reste la seule voie d'approvisionnement. Monsieur Corneille Mulumba, quand vous suivez ces zappings, qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui m'énerve? Ok. 2 choses. La première, c'est que tout ça, c'est une distraction. Pourquoi une distraction? Parce que ceux qui sont les bénéficiaires, les financiers, les souteneurs de ce qui se passe à l'Est, on ne les cite pas. Ce sont les États-Unis, ce sont l'Union européenne, la France, la Belgique et tout ce monde-là. Et leurs multinationales. Ces gens-là, on ne les cite pas. On se contente de dire qu'il y a des milices. Qui finance les milices? Le Rwanda, le minuscule pays là, a le moyen de faire la guerre à la RDC. Ça, c'est une chose. Ensuite, la Corée du Nord, 25 millions d'habitants. La Corée du Nord a 1 250 000 militaires, plus de 5 millions de réservistes. 25 millions d'habitants. La RDC peut avoir 3, 4, 5 millions de soldats. Nous en avons les moyens. Et l'armée peut être un instrument de notre développement parce que l'armée peut avoir ses écoles, l'armée peut avoir ses hôpitaux, l'armée peut faire les travaux de les génies militaires, l'armée peut former des gens et encadrer notre jeunesse. Si on a une armée de 3 millions de soldats, nous avons dans ce pays, comme on le dit, tous les minerais les plus recherchés. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de négocier l'un ou l'autre de nos gisements miniers pour troquer contre les armes et nous défendre?
Alors, on ne prend pas déjà dans les conditions actuelles. Si on déployait ne fût-ce que 50 000 militaires congolais dans cette partie de l'Est, mais on peut se défendre. On ne prend pas les décisions qui s'imposent. On va demander aux pays étrangers de venir. Si les pays étrangers viennent envoyer leurs soldats, ce n'est pas gratuit. On ne cite pas ceux qui sont concernés. Alors ça peut continuer comme ça. Et chaque jour, quand vous allumez vos médias, c'est toujours on a tué autant, on a tué autant, on a tué autant, on a tué autant. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Si on est responsable politique, c'est pour protéger les Congolais, pour prendre les mesures qu'il faut. On n'a pas besoin d'avoir 10 armées étrangères pour combattre le M23, qui, en passant, le M23, qui a pris Bunagana et cette partie du territoire depuis 2 ans. On n'arrive pas. Monsieur Corneille Moulumba, quand nous voyons ce qui se passe là, on sent quand même qu'aujourd'hui la voix du Congo est défendue et la situation là est décriée. Et le Rwanda aujourd'hui est dénoncé comme jamais auparavant. Monsieur le journaliste, il s'est passé ces derniers temps quelque chose ici. Vous avez suivi les manifestants qui sont devant les ambassades, qui ont saccagé un tout petit peu. Alors, vous avez aimé ces actions-là? C'est ce qui a déclenché ce qui se passe à l'Est. Vous savez qu'on a longtemps vécu en Occident. Eux, là-bas, ils ont leur talon d'Achille, c'est la démocratie. Lorsque leurs intérêts sont menacés, alors ils bougent pour vous endormir. Alors tu entends la Belgique qui dit il faut des sanctions. Tout le monde dit il faut des sanctions, il faut des sanctions. Ils ne veulent pas de sanctions. Ils vont prendre des sanctions contre qui? Parce que ce sont eux qui les financent. Donc il n'y aura pas de sanctions. Alors, les gens ont bougé. Il fallait simplement maintenant multiplier par 10, par 15 ou par 100 ce qu'ils ont fait. Malheureusement, nous, on a pris des décisions pour interdire les marches, pour dire que ceci n'allait pas à la Gombe, dans la ville. Or, les autorités qui sentaient qu'il y avait trouble à l'ordre public étaient dans le droit de prendre des décisions, M. Corneille Moulumba. Quel trouble à l'ordre public par rapport à la vie des centaines et des milliers de Congolais qu'on tue tous les jours? Quand vous allez 10 000 Congolais devant l'ambassade des États-Unis, de France, de Belgique ou de ce que vous voulez, il y aura des images là-bas. La population là-bas va se mobiliser. Les organisations vont se mobiliser. Alors, ça peut avoir des conséquences. Mais tant que vous ne faites pas ça, mais quand nous avons nos ministres, quand ils prennent des décisions comme celle-là, nous n'avons pas tué, les manifestants n'ont pas tué, mais vous avez démobilisé. Au contraire, moi je dis toujours ça. Le jour où nous aurons 1 million de Congolais dans la rue, et qu'on verra des Congolais venant de la Tchangou, des Congolais venant de Kinsuka là-bas, des Congolais venant de Selemba ou de Cité Verte, je ne sais pas d'où, et à la tête de démarche, qu'on voit des prêtres, qu'on voit des pasteurs, qu'on voit des étudiants, des enseignants, des chefs de partis politiques qui convergent vers le palais, vers le stade des martyrs. Et qu'on passe la nuit là-bas avec les bougies, hein, et qu'on défile et qu'on raconte, on envoie des messages. Je vous assure, les choses vont bouger. Ça sera transmis dans le monde entier. Et les choses vont bouger. Et la guerre de l'Est va cesser. Parce qu'on a dit, oh, attention. Le cuivre, le cordon qu'ils ont, c'est nous. Donc, si on dit non, c'est une catastrophe là-bas. C'est nos minerais qu'ils utilisent. Si nous, notre quand l'Union européenne signe, un contrat, je ne sais pas moi, signe un arrangement avec le Rwanda pour dire que minerais rares, tout ça, ressources, pour vous, ça rime à quoi? Mais c'est ça que je dis que nous, c'est à nous de Congolais d'agir. C'est à nous de nous mettre debout. Et tous, ils vont trembler. Pourquoi ces gens qui ont besoin de nos minerais ne passent pas par nous? Et pourquoi ils les passeraient par nous puisqu'ils peuvent les avoir gratuitement par leur... C'est pas gratuit quand même, hein? Non, je veux dire presque gratuitement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Chez nous, s'ils achètent chez nous, ils achètent dans les règles, n'est-ce pas? Au Rwanda, ils financent, eux-mêmes financent ce qu'on appelle les milices, qui vont puiser, ça passe au Rwanda et récupèrent par le Rwanda. Le Rwanda se retrouve, il touche son pourcentage sur tout ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche de déployer 50 000 soldats congolais dans cette partie du territoire? Ce n'est pas une si grande partie que ça. On nous appelle au dialogue, on appelle les deux chefs d'État à se mettre ensemble et à parler.
J'espère qu'on ne va pas nous déshonorer une nouvelle fois en allant dialoguer. On va dialoguer sur quoi? Ils sont sur notre territoire et nous allons dialoguer. Nous allons dialoguer de quoi? Nous avons quelque chose à faire, c'est le but. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut attaquer. Il paraît que toutes les guerres se terminent sur une table de négociation. Hein. Attendez, je ne vais pas parler... En France, Allemagne, on a vu ça un peu partout. Attendez. Oui, France, on cite beaucoup cet exemple-là. Je vais vous dire, jusqu'il y a une vingtaine d'années d'ici, hein, l'Allemagne a continué à payer les dommages de guerre. On a signé d'accord, l'Allemagne a continué à payer les dommages de guerre jusqu'à une vingtaine d'années d'ici. Donc, il ne faut pas dire comme ça que voilà, maintenant ils marchent bras dessus, bras dessous. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une chose. La deuxième, pour le moment. La voie diplomatique, pour vous, il n'en est pas question. La diplomatie... Oui, pour résoudre cette crise à l'Est. Au rapport de force. Je vous assure que si on avait une armée de 500 000 soldats ou bien de 1 million de militaires, la diplomatie serait très bien. On n'irait même pas tout ça. On nous respecterait parce qu'on aurait peur. Mais quand vous êtes faible, quand on peut venir, quand nous nous montrons incapables de stopper le mouvement dossier dans le monde dossier à la porte de Kinshasa, si le Rwanda peut acheter des terres, 120 km² de terre, l'autre côté, à Malukushi, l'autre côté du fleuve, sans que nous ayons à réagir, ça dit que nous sommes trop faibles. À ce moment-là, vous allez négocier. L'armée est en train d'acquérir depuis quelque temps une certaine puissance de feu. On a vu des armes, on a vu des avions même. Oui, moi j'ai vu les résultats. Mais je n'ai pas encore vu les résultats. Ne montrez pas les armes. La RDC est partagée entre l'idée de faire la guerre et en même temps de dialoguer. Mais faire la guerre, qui demande d'aller faire la guerre? On vous demande de protéger le sol congolais, le territoire congolais et les populations congolaises. Ce qu'on vous demande, c'est ça. Déployer autant de militaires qu'il faut, les armes qu'il faut, pour que nous soyons protégés. On va attaquer le Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda, comme le Burundi, comme ce pays, sont des pays qui ne peuvent vivre qu'au dépend au crochet du Congo. C'est nous qui sommes la puissance, n'est-ce pas? Mais c'est parce que nous avons un leadership trop faible. Alors, on joue avec nous. Et les Occidentaux sont derrière le Rwanda. C'est ça le problème. Donc, ce qu'il faut, c'est nous déployer pour défendre notre territoire. Et à ce moment-là, ils viendront négocier. Ceux qui ont besoin de minerais, ils viendront négocier avec nous. Mais montrons-nous quand même que nous sommes un peuple éveillé, un peuple fort, n'est-ce pas, défendant notre territoire. Ils viendront négocier, ils en ont besoin. Votre discours ne doit pas être du genre à décourager les efforts qui sont fournis, M. Corneille Mulumba. Fournis par qui? Nous avons des soldats qui sont dans les fronts, nous avons une dynamique qui fonctionne. On avait dit que quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Les militaires obéissent. Qu'est-ce qu'on leur demande de faire? La critique est aisée. Hein? Je montre un exemple. La critique est aisée. C'est pour ça que moi, je ne suis pas un chef militaire, je suis un acteur politique et je parle en cette qualité-là. Je ne suis pas là pour flatter quelqu'un ou bien pour démoliser quelqu'un. Je me souviens, lorsqu'on a attaqué Bunagana, nos troupes ont reculé. Le ministre de la Communication a dit qu'il s'agit d'un repli stratégique. Je ne suis pas militaire, mais quand il s'agit d'un repli stratégique, ça veut dire qu'on se replie pour se réarmer, éventuellement en attendant des renforts et contre-attaquer. Ça fait 2 ans. Est-ce que le ministre Toumé peut regarder les Congolais dans les yeux et leur dire qu'il s'agit d'un repli stratégique? C'est ça le problème. Donc, je veux dire, il y a des choses quand même qui ne sont pas normales. C'est pas que je ne suis pas militaire, mais j'ai du mal à croire que les M23 tiennent tête à cette armée que nous avons. La M23 soutenue par le Rwanda. Si les troupes ont reculé, c'est parce qu'on leur a demandé de reculer. S'ils n'ont pas contre-attaqué, c'est parce qu'on leur a dit de ne pas contre-attaquer. Quand on dit par exemple, leur a pas donné les moyens de contre-attaquer, c'est tout. Quand on dit par exemple que la RDC aujourd'hui signe un nouveau pacte avec la Russie qui est prête à venir nous aider, ça vous inspire quoi? Non, il y a depuis longtemps que, à mon point de vue, puisque nous faisons de la politique pour le Congo et pour les Congolais, nous avons le devoir patriotique de défendre les Congolais. Par conséquent, peu importe le pays avec lequel nous pouvons négocier nos minerais pour obtenir les moyens de défendre les Congolais. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Donc moi, je ne vois pas en quoi ça peut déranger qui que ce soit. Nous ne sommes pas les esclaves de quelqu'un, quel qu'il soit. En même moment, la MONUSCO qui est en train de se désengager peu à peu de la RDC, la MONUSCO qui doit partir, est-ce le moment choisi? La MONUSCO devait être partie depuis très longtemps. La MONUSCO est une armée étrangère.
armés par l'étranger, financés par l'étranger, mieux armés que notre propre armée. Et si pour ceux qui l'ignorent, la base logistique de la MONUSCO n'est pas en RDC, il est en Ouganda, à Entebbe. Un pays avec qui on est en guerre. C'est là qu'est la base de la MONUSCO. La base logistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est là où ils ont les satellites, les contrôles, les armes, les réserves et tout le bazar. La MONUSCO, elle fait quoi ici? Mais nous avons bon sang une armée, nous sommes un État, elle fait... Elle vient en appui au FARDC. Elle est là depuis plus de 24 ans. Elle vient en appui au gouvernement dans les camps de réfugiés et autres. Et on continue à tuer. Et vous dites que la MONUSCO est en train de partir. Bien. Je voudrais vous rappeler que la MONUSCO a fait près de 24 ans chez nous. La MONUSCO avait une mission. Rappelez-la nous. Nous ne sommes pas... ça, ce n'est pas la mission officielle. La MONUSCO, financée par les États-Unis d'Amérique, avait pour mission de maintenir le pays dans le camp occidental. Ça c'est... Vous tirez ça d'où encore? Non, mais attendez. Monsieur Moulumba. Vous croyez que les États-Unis d'Amérique financent la MONUSCO pour les... Mais il n'y a pas que les États-Unis qui financent les missions onusiennes. Je ne parle pas des missions, je parle de la mission en RDC, la MONUSCO. Le principal financier de la MONUSCO, c'est les États-Unis d'Amérique. Le soutien financier et militaire rwandais, c'est les États-Unis d'Amérique. Ougandais, c'est les États-Unis d'Amérique. Kenyan, c'est les États-Unis d'Amérique. À partir de ce moment-là, vous comprenez que si la MONUSCO doit partir cette année, je voudrais absolument éveiller votre attention sur une chose. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que le Rwanda avait pris 120 km² ici à Maluku, donc de l'autre côté de l'eau. Elle peut traverser en 3 minutes, 2-3 minutes, elle a traversé notre territoire. Je voudrais vous rappeler que le Rwanda a aussi acquis des terrains du côté Congo central, mais toujours Congo, en face Congo-Brazzaville. Je voudrais vous rappeler que quand ils ont commencé le Mubondo, ils avaient des manchettes et que maintenant ils ont des fusils. Kinshasa n'a pas de ceinture verte. Ce qui est consommé à Kinshasa vient en dehors de Kinshasa. De l'Équateur d'un côté, de Bandundu et du Congo central. Et le Congo central, c'est là où passent ceux qui viennent par bateau, vos Thompson et vos cuisses de poulet et tout le bazar. En d'autres termes, on peut aujourd'hui asphyxier Kinshasa en un rien de temps. Après, vous entendez, il y a Kimpes, il y a ceci, il y a cela. Mais on ne sait pas, ça peut être seulement l'allumette et derrière, il peut y avoir d'autres forces. Il peut y en avoir sur l'autre côté. À ce moment-là, pendant que vous n'avez rien à manger à Kinshasa, vous connaissez rien à Kinshasa, là-bas, Goma peut tomber à tout moment parce qu'ils ne sont pas si loin que ça. Et lorsque Goma tombe, il est déjà tombé 2 fois. Est-ce qu'on est sûr qu'il pourra se relever encore? On ne sait pas. Donc, notre pays n'a jamais été aussi menacé. Vous ajoutez à cela l'affaiblissement des institutions, vos élections avec les machines à voter et tout le bazar là-bas, qui vont vous produire un parlement sui generis. Vous voyez tout en noir, hein? Vous voyez tout en noir. Non. Le tableau que vous peignez n'est que sombre. J'ai le devoir patriotique d'éveiller mes compatriotes. Rien de bon pour vous. Rien ne va, rien ne fait. Notre long combat politique nous a formés, n'est-ce pas? On doit être capable d'anticiper, pas de subir. Et quand on a anticipé, ce que je viens de relever là, imaginez qu'effectivement, ce soit le cas. À Kinshasa ici, on va faire quoi? On va manger quoi? Tout ce que nous mangeons vient en dehors, on va faire quoi? Donc c'est très dangereux. Et pendant que vous serez concentré ici, là-bas, où on n'a toujours pas pris... J'ai comme l'impression, M. Konaï, que vous êtes en train de plus en plus de descendre dans votre chaise. Si vous pouvez, levez-vous carrément. Je me lève. Oui, levez-vous. C'est mieux comme ça. D'accord. C'est mieux pour nous. Oui, vous étiez en train de dire... Oui, je disais donc que notre pays n'a jamais été aussi en danger. Et si nous avons en plus un Parlement faible, parce que constitué dans des conditions pas très bonnes, il en sera de même le gouvernement qui va en sortir. À ce moment-là,
Vous voyez un peu Quel pessimisme! Non, ce n'est pas du pessimisme. Je ne suis pas pessimiste du tout. Au contraire, j'essaie d'être vigilant. J'essaie d'alerter. Réveillons-nous. La MONUSCO doit partir cette année. Et si la MONUSCO a une mission, sachez aussi qu'aux États-Unis d'Amérique, il y aura les élections cette année. Denis Mukwege demande à ce que la MONUSCO reste. Il demande le maintien des troupes de la MONUSCO. Il pense que nous avons encore besoin de cette force avec nous en appui. Je pense que c'est ça le problème. Il faut que chacun s'occupe bien de ce qu'il sait, ce qu'il connaît. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que les vaches sont mieux gardées. Je pense que Dr Mukwege, c'est un grand médecin. Nobel de la paix. Un grand médecin, un très grand médecin. Prix Nobel de la paix. Il serait bon que... À ce titre, il peut quand même émettre des avis. Il peut avoir un avis, naturellement. Mais je pense que la politique, il faut la laisser un peu aux politiciens qui comprennent les enjeux, qui peuvent anticiper, qui peuvent faire des recoupements et tout ça. C'est comme quand vous avez les politiciens qui jusque-là ne nous ont pas apporté beaucoup de changements. Hein. C'est peut-être ce qui a poussé le docteur Mukwege cette fois-ci aussi à postuler à la présidence. Si nous continuons à avoir des machines à voter, c'est sûr que les politiciens qui en sortiront ne relèveront pas le pays. Et bizarrement... Vous étiez candidat aux élections? Vous étiez candidat? J'étais candidat à la Congrès. Donc vous aviez accepté d'entrer dans ces processus, malgré ces machines à voter? Non. Le problème n'est pas les machines à voter. Et vous n'êtes pas passé, évidemment. Vous n'êtes pas passé. Naturellement. Pourquoi vous dites naturellement? Le problème n'est pas... Vous n'aviez pas d'ancrage? Non, parce que... Vous n'aviez pas d'ancrage, hein? Parce que les choses ne sont pas passées comme il faut. Si je suis candidat et vous êtes candidat, et que vous avez une machine à voter chez vous à la maison, quoi que je fasse, il n'y a aucune chance de vous battre. Parce que on vous attrape des gens avec des machines à voter, même plusieurs machines à voter, avec des millions de bulletins de vote. Et ces gens-là, on ne les arrête pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On devait suivre, comme on est là, on devait avoir des procès publics des gens qu'on a attrapés avec des machines à voter chez eux. Il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'il y a complicité quelque part. Alors, qui a intérêt à désorganiser les institutions de la RDC en faisant en sorte que des gens qui ne méritent pas se retrouvent dans des institutions, ainsi de suite. Donc, je ne suis pas pessimiste, je suis tout à fait... je suis un patriote, je me bats pour mon pays, et en tant que politique, j'ai le devoir absolument de relever des choses qui ne vont pas. Monsieur Corneille Moulumba, on annonce une vague d'arrestations depuis quelques heures de certaines personnalités qui sont considérées comme des traîtres collaborant avec l'ennemi. C'est une action encouragée, non? Mais pourquoi est-ce que l'ennemi, c'est qui? L'ennemi, sont ces terroristes du M23, et évidemment, moi, je voudrais... d'autres groupes armés, comme celui de Corneille Nangaa, ainsi de suite. Entre nous, hein, une action contre les traîtres, c'est une action importante. Mais attention, l'infiltration, ce n'est pas le Rwanda. Il n'y a pas de bonnes infiltrations et de mauvaises infiltrations. Les infiltrations qui viennent des États-Unis, de France, de Belgique, de l'Union européenne, ça, ce sont des bonnes infiltrations. Ce qui vient du Rwanda, c'est de mauvaises infiltrations. Alors, si nous comprenons, nous ne faisons pas attention pour faire travailler nos services de contre-espionnage, pour voir dans nos institutions, au Parlement, dans les bureaux des membres du bureau, ou dans les cabinets ministériels, quels sont les espions, les gens qu'on a placés par les Français, les Belges, les Américains, tout le reste, alors on se fera toujours avoir. Donc, c'est important qu'on fasse ce travail. Un pays qui se respecte doit avoir un service de contre-espionnage qui doit veiller tous les espions, pas seulement des... Et civils et militaires. Et civils et militaires, et qui viennent de l'Est ou qui viennent du Nord, n'est-ce pas? C'est important. Il y a Constant Moutamba qui est un acteur politique jeune qui, lui, pense qu'il faut même penser à déchoir la nationalité à tous ceux qui se compromettront dans ces domaines-là. Mais ça va de soi, mais ça c'est pas suffisant. Vous attrapez un espion, un infiltré. Vous êtes conscient que chaque jour aussi, on tue nos compatriotes. Grâce au travail des espions et des infiltrés. Parce que quand vous voulez faire quelque chose, et vous trahissez, il faut de l'information. Mais il faut des sanctions très sévères pour démobiliser, pour décourager. Ailleurs, comme la déchéance de la nationalité. Ailleurs, on vous attrape espion, la sanction c'est la mort. Si vous êtes fusillé,
Non, nous avons... La RDC a signé le moratoire quand même, hein, par rapport à la peine de mort. Est-ce que cette moratoire-là, ça prend compte de ce qu'on tue à Chabunda et ailleurs tous les jours? Parce que la question est là. Il faut protéger les Congolais. On en tue tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et on vous attrape, vous travaillez avec ces gens-là, vous êtes responsable de la mort des Congolais, au nom de quoi vous devez vivre. Il n'y a pas de moratoire qui tienne. Ce qui est important, c'est quoi? Protégeons... Donc on doit se mettre à zigouiller des gens comme ça. Ah, non. Protégeons les Congolais. Si vous savez que vous êtes un infiltré, il serait temps que vous quittiez de vous-même. Quand on aura attrapé 1, 2 ou 3, qu'on les aura exécutés, vous verrez combien vont s'enfuir d'eux-mêmes. Est-ce qu'il est normal qu'au bout de 5 ans, nous avons dit que nous avons une armée qui est infiltrée? Vous n'avez senti aucune campagne, parce que l'action, vous devez tenir compte aussi de la population, de l'opinion. Aucune campagne de mobilisation pour contre les espions et les infiltrés. C'est indispensable. Le service de contre-espionnage sert à ça. Alors si on ne le fait pas, on s'étonne de quoi? Donc c'est une très bonne chose, mais pas simplement de choix de la nationalité. Ça va de soi, mais sanctionner au moins minimum 20 ans de prison. Les cités de Martin Fayoulou et l'église protestante sont montés au créneau dernièrement pour demander au chef de l'État de convoquer les assises nationales afin de mettre les acteurs sociopolitiques ensemble et renforcer la cohésion nationale et voir comment contrer cette agression qui se poursuit à l'est du pays. Non, je ne suis pas très partisan de ça. Je pense que le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Il est le chef des armées. Mobilisons l'armée. Appelons que chaque province du Congo délègue même 10 000 jeunes pour l'armée. Équipons notre armée, nous avons de quoi la payer, nous avons des minerais, négocions nos minerais, on ne mange pas nos minerais pour financer l'armement. Et déployons même 50 voire 100 000 jeunes dans cette partie est du pays. Je sais qu'on aura la paix. Ce n'est pas une affaire de négocier. Est-ce que les CD attaquent le Congo ou quoi que ce soit? Ce n'est pas ça. Donc ne perdons pas... Il faut renforcer la cohésion nationale, non, entre acteurs politiques. La cohésion nationale, je vais vous montrer. Lorsque les léopards vont jouer, quand ils gagnent, ou quand ils jouent bien, vous entendez aux 4 coins du pays, tout le monde est debout, fier, n'est-ce pas? C'est la cohésion nationale. Personne ne dit que voilà, il y a autant de Baluba, il y a autant de Congo, il y a autant de joueurs. Non. C'est automatique. Il y a 11 joueurs, il y a 26 provinces. Donc toutes les provinces ne sont pas représentées. Mais tous les Congolais sont là. Alors, agissons, prenons les décisions qu'il faut et la population sera contente. Vous savez, aujourd'hui, vous prenez Fali Ipupa. Oh. Écoutez-moi bien. Ok. Il chante très bien. Ok. Aux 4 coins du pays, on l'apprécie. Personne ne se préoccupe d'où il vient. N'est-ce pas? Vous prenez le Mama qui a dit, c'est pareil. Personne, c'est pas important d'où il vient. Nous sommes fiers. Voilà un Congolais qui fait quelque chose de bien, qui est apprécié dans le monde. C'est comme ça. Etienne Tshisekedi a été un des hommes politiques les plus populaires, parmi les plus populaires dans ce pays. Au 4 coins où il allait. Quand il disait demain on est au stade, des gens quittaient Kinsuka là-bas à pied pour être au stade. On s'en foutait que ce soit Moulouba ou quoi que ce soit. Je tiens à rappeler au public que M. Corneille Moulouma, notre invité d'aujourd'hui, est un de pionniers de l'UDPS. C'est parti créé par les parlementaires qu'on connaît, mais qui connaît aussi ces pionniers. Vous avez commencé quand à l'UDPS déjà? Essayons de rappeler. J'ai commencé quand? Oui. Quand est-ce que vous avez... Je suis membre cofondateur de l'UDPS. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, le logo qui est sur le drapeau de l'UDPS là, c'est moi qui ai conçu ça. C'est moi qui ai créé ça. Le logo là? C'est moi qui ai créé ça. Je suis co-rédacteur du projet de société de l'UDPS. Quand j'ai fait ce logo là, j'avais 27 ans. Ça fait 44 ans, mon ami. 44 que je suis dans cette affaire-là. Depuis 1980, ça fait 44 ans. Toute ma vie, je l'ai passée là. Donc, quels sont vos rapports aujourd'hui avec le parti? Avec le parti? Oui. Le parti, c'est structure. Il y a un secrétaire général, il y a toute une organisation. Attendez. Vous me voyez, moi là, venez me dire que voilà, vous êtes de l'UDPS Tshisekedi, de l'UDPS Kivassa, de l'UDPS Moubake, de l'UDPS... Non. Nos amis sont en train de tuer l'UDPS. L'UDPS est un parti politique. Un parti politique a une idéologie, a des valeurs, a un programme.
Dites-moi un peu quelle est la différence idéologique entre l'UDPS Tshisekedi et l'UDPS Kibasa, ou bien l'UDPS Chibala, l'UDPS Mbaki. Il n'y en a pas. Ça, c'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Vous voulez être président. Mais l'UDPS, pour tenir jusque-là, c'est-à-dire que nous sommes sacrifiés. Alors, si vous jouez avec le sang des autres, les sacrifices des autres pour paraître, c'est vraiment malheureux. L'UDPS a été aux élections, l'UDPS a raflé de voix. L'UDPS a raflé de voix. Ils ont eu une stratégie. Vous voulez savoir. C'est ce qui leur a permis de... Vous voulez savoir. D'être aujourd'hui la première force du Parlement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, avocat de profession, a transmis à la CENI une liste de partis politiques autorisés à compétir aux élections, aux dernières élections. Sur cette liste figurent 4 UDPS. Je rappelle qu'il est avocat. Hein? 4 UDPS. Tchibala, Mobake, Tshisekedi et Kibasa. Aucune de ces 4 UDPS n'a un numéro d'agrément. Un parti politique n'existe pas sans numéro d'agrément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous voulons être un état de droit, tous ceux qui sont élus sur la liste UDPS devaient être déchus. Parce que vous avez été présenté par un parti qui n'a pas d'agrément. Au départ, quand on joue avec l'État, on joue avec l'UDPS. Moi, j'ai du mal à supporter ça. Au départ, vous, cofondateur de l'UDPS, quand vous parlez de l'État de droit, qu'est-ce que vous pensiez exactement dans ces concepts d'État de droit? Mais l'État de droit, ça nécessite beaucoup d'explications. C'est un État dans lequel la primauté est donnée au droit. Les lois ont la primauté. Maintenant, si vous ne respectez pas le droit, les lois, vous devez être sanctionné. Alors, si vous êtes la justice qui doit faire respecter les lois, vous ne les respectez pas, vous ne les faites pas respecter, cet État, ce n'est pas un État de droit. Nous en sommes où aujourd'hui par rapport à cet État de droit, à votre avis? Nous avons beaucoup de progrès à faire. Beaucoup. Y a-t-il eu quelques pas? Il y a l'IGF qui sanctionne, y a-t-il eu quelque part... L'IGF n'a pas sanctionné. L'IGF a fait son travail. La justice devait fonctionner. La justice oui, justement, vous pensez qu'il y a des pas ont été posés, non? Il y a certains pas, on a parlé de l'IGF par exemple. Non, mais ça que j'ai dit, l'IGF, le gars a fait du bon travail. Son travail s'arrête là où la justice doit commencer. Et la justice n'a pas commencé. Donc il y a des choses qui ont été faites, mais... La justice n'a pas commencé. Alors si la justice ne commence pas, le travail de l'IGF va servir à quoi? À intimider les gens? Je suis quand même heureux de vous entendre reconnaître certaines choses. Je pensais que vous voyez tout en noir. Pour quelle raison? Moi, je vais voir en noir. Pourquoi? Je suis un patriote. Ce qui est bien est bien. Ce qui est mal est mal. Si je dois commencer à flatter pour espérer des gratifications, je pense que je rendrai un mauvais service à mon pays. Et j'invite ceux qui demain seront au gouvernement ailleurs d'avoir cette attitude-là. Mettre les intérêts du peuple congolais au-dessus de tout. Aujourd'hui, nous apprenons que la Cour constitutionnelle a décidé que ceux qui étaient élus en 2018 dans les circonscriptions de Rutshuru, Masisi et Kwamut, qu'ils puissent continuer à siéger dans cette nouvelle Assemblée nationale parce que jusqu'aujourd'hui, dans ces coins cités, les élections n'ont pas pu être organisées faute de sécurité. C'est une fuite de responsabilité. Il appartient à l'État d'organiser les choses, de nous battre pour qu'il y ait des élections. Il n'y a aucune raison que les compatriotes de ce territoire ne soient pas officiellement, ne soient pas élus. Ce sont des coins où règne l'insécurité encore, mais quelle insécurité? Où la CENI ne peut pas se déployer. Mais, attendez, les M23 là sont combien? Entre nous, ils sont combien pour empêcher l'armée de l'RDC, les FARDC, de rassurer cette partie, de pacifier cette partie du territoire, de rassurer et pour permettre les élections. Donc, moi j'ai dit que l'armée, donc, comme j'ai dit, on a dit l'armée obéit. Donc, il faut un leadership congolais qui doit permettre à notre armée de conquérir ce territoire. C'est ça qu'il nous faut. Et permettre que des millions de nos compatriotes soient réfugiés dans leur propre pays, c'est inacceptable. On a vu les images de réfugiés dans quelles conditions ils vivent. Au nom de quoi, bon sang? Au nom de quoi? Pendant ce temps, on est ici. Il y a une délégation du gouvernement et de quelques députés nationaux qui se sont rendus sur place pour apporter leur appui à une partie de ces populations, justement. Bon,
D'une part, moi j'ai souhaité qu'au lieu de partir si nombreux, un seul pouvait partir et tous les moyens là, leur envoyer. C'était plus utile qu'aller tous aussi nombreux pour faire quoi, pour dire quoi. Ça c'est un. Deux, s'il y a une mission, c'est de rassurer, pacifier le coin pour que les gens rentrent chez eux. C'est ça le problème, qu'ils rentrent chez eux. Les gens là n'ont pas besoin d'aide, ils ont besoin de cultiver chez eux, de vivre, c'est tout à fait normal. Ça fait combien de temps qu'ils sont dans ces camps-là? Ça fait combien de temps? Des années. Alors dis-moi un peu, nous servons à quoi, nous les politiques? Nous servons à quoi? Nous voulons le pouvoir pourquoi? Nous voulons le pouvoir pour quelle raison? Si ce n'est pour servir la population, si on veut faire autre chose, on va faire autre chose. Mais si on ne peut pas, si on tolère, on accepte qu'on peut se distraire tranquillement ici et prendre un verre, pendant que des millions de Congolais vivent dans des camps de réfugiés dans leur propre pays, ça, c'est pas acceptable. Puisqu'on parle d'élection, il y a très bientôt la CENI qui va organiser, à travers les assemblées provinciales, disséminer ça et là, les élections de gouverneurs et des sénateurs. Et la même CENI, certaines voix crient déjà à la corruption. Je ne sais pas, hier, ça encore beaucoup de machines à voter, sans doute, je ne sais pas, hein, mais nous n'avons pas été rigoureux. Nous avons joué avec la République. Nous avons joué avec la République. Comment ça? Mais est-ce qu'on se rend compte ce que c'est que la RDC, bon sang? Est-ce qu'on se réalise ce que c'est que la RDC? Pour organiser des élections aussi bâclées, pas seulement bâclées, je vais plus loin, parce que ça c'est délibéré. Comment est-ce possible? Il peut y avoir une machine qui ait des centaines de machines à voter. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il y ait des millions de bulletins de vote en circulation? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et avec ça, on dit oui, des bonnes élections. Et ça se passe comme de rien n'était, on valide les mandats et on continue la suite des élections. Tout le monde a triché selon vous? Dès lors qu'il y a des centaines de machines à voter, ces élections ne valent plus rien. Ça veut dire qu'elles ne valent plus rien. Ça veut dire aussi que les institutions que ces élections vont mettre sur pied ne valent rien non plus. Parce que ça veut dire... Mais est-ce qu'on se rend compte? Si on avait attrapé ailleurs une machine à voter comme ça suffisait pour annuler les élections. On a sanctionné, non? La CENI a sanctionné, la Cour constitutionnelle a sanctionné. Moi, j'ai constaté qu'on a attrapé une... On parle de plus... C'est plus de 80 personnes quand même qui ont été frappées. Oui, non, pas qui ont été frappées. 80 personnes qui ont été identifiées. N'est-ce pas? Et puis on a annoncé qu'il y a une autre deuxième liste qui arrive de 150. On attend. On attend. On attend toujours. Entre-temps, on valide le mandat, le Parlement, tout continue normalement. Comment est-ce possible qu'il y ait une deuxième liste de 150? Il paraît que dans cette deuxième liste, il y a pas mal d'autorités qui figurent dedans. Alors, nous allons où? Bon sang, pourquoi est-ce qu'on fait ça, on fait subir ça à notre pays? Dieu nous a gâtés, nous a donné un des plus beaux pays du monde, un des plus riches pays du monde, avec des potentialités considérables. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des élections avec des centaines de machines à voter en dehors du circuit normal. Mais, bon sang, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? C'est pas normal. Et ça passe, hein? C'est fini, on n'en parle plus. Les gens ont été élus, c'est fini, on n'en parle plus, on continue. Comment avoir de bonnes élections sénatoriales et pour le gouverneur sans passer par la corruption aujourd'hui? Que faire? La question qui se pose, c'est que est-ce que nous savons ce que c'est que la démocratie? Quelles sont les règles? Est-ce qu'on réalise ça? Parce que ailleurs, vous avez des jeunes gens dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest là-bas, n'est-ce pas? Qui ont été révoltés, qui ont pris des décisions. Mais nous avons la possibilité. Le président de la République a été, la première fois, a été le fruit d'une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Ça veut dire qu'on n'a pas eu à tirer des coups de feu. Ça veut dire qu'il y a eu une reprise pour la première fois. Ça veut dire que... Première alternance pacifique. Alors, il avait avec lui un président de la République qui venait de passer 18 ans au pouvoir, donc qui connaît le jeu, qui connaît les joueurs, qui connaît le terrain. Il est issu d'un parti politique qui a plus de 30 ans, presque 40 ans de vie, donc des gens qui connaissent, qui savent quand même un certain nombre de choses. Avec de tels atouts, vous vous coupez du parti, vous vous coupez du président, de l'autre président. Qu'est-ce que nous en profitez de quoi? Vous vous affaiblissez. C'est comme ça, par exemple, que vous avez vu, on ordonne quelque part, et nous allons faire entrer notre pays dans l'EAC composé de crocodiles, n'est-ce pas? Et notre Parlement, là, ratifie
globalement, on vient avec 8 projets de loi parmi celles de ratification, cette loi de ratification, et on adopte ça sans débat. Est-ce qu'on peut faire entrer la RDC dans un peu notre pays, dans une institution comme celle-là, sans que les députés aient un mot à dire? Pourquoi? Parce que quelque part, on a décidé que ça doit être ça, vous devez entrer là-bas. Donc, le président de la République aurait été bien inspiré en se reposant sur son parti, en ayant de bonnes relations de collaboration avec le président sortant pour tirer le bénéfice de tout ça et être plus fort. Il ne l'a pas fait. Et à vous entendre parler, la RDC est manipulée de tous bords. C'est manifeste, mais à cause du leadership. Mais à partir du moment où vous voulez exercer le pouvoir dans votre pays, vous allez demander le soutien à l'étranger. L'étranger... Qui peut vivre en autarcie aujourd'hui? Je ne parle pas de vivre en autarcie. Je dis, vous voulez devenir président, vous allez demander l'appui aux États-Unis, en France ou ailleurs. Quand on vous donne, ce n'est pas gratuit. Il faut un retour, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que ces gens-là ont intérêt à vous contrôler. Alors, ils ont intérêt à placer dans vos institutions des personnes qui sont sur le contrôle. Alors, comme ça, on vous manipule. C'est comme ça que ça se passe. Alors, essayons de faire en sorte dans la mission politique, aller négocier avec les autres Congolais, construire quelque chose. Nous avons des partis, entre ce qu'on appelle des partis politiques. Vous souhaitez aujourd'hui que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, par exemple, se mette comme ça à consulter Joseph Kabila? C'est très bon. C'est dans l'intérêt de notre pays. Qu'est-ce qu'il perd? Qu'est-ce qu'il perd? Il a quelqu'un... Sur quoi discuterait-il? Sur beaucoup de choses. Je vous montre des exemples. Pour les élections, Joseph Kabila a décidé que nous devons financer nous-mêmes les élections. N'est-ce pas? Les élections passées. Et je pourrais lui demander comment vous avez fait. Il a signé les contrats chinois. Bien sûr qu'il y a des erreurs qui ont été commises à côté, c'est clair. Mais comment faire pour qu'on profite de ce mode-là sans ces erreurs? Parce que c'est la meilleure forme de coopération. En passant, ces contrats ont été révisés aujourd'hui. En passant. Ils ont été révisés. À un moment donné, on a parlé que les Chinois ont accepté, ils ont cédé 500 millions. Je ne sais pas ce qu'ils sont passés 500 millions, s'il y a eu une actualisation du budget, je ne sais pas. Et puis maintenant, on a révisé. On a révisé quoi? Qu'on nous explique, on a révisé quoi? Ce contrat, c'est le plus avantageux. Pourquoi? Parce que nous avons, quand nous vendons nos minerais, quand on donne de l'argent c'est quoi? C'est du papier. C'est du papier. Et ils ont nos minerais, ils transforment, ils font des choses. Nous avons du papier. Le papier, ça dévalue, n'est-ce pas? Ce contrat ici permettait donc, ce contrat que, au lieu de l'argent, vous nous construisez des infrastructures. Autant de routes. Autant de routes, des chemins de fer, tout ça. Donc, la meilleure des formes de coopération, de vente pour nos minerais, c'est le troc, de cette façon-là. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi parleraient de ça, par exemple. Parler de ça, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir, comment éviter les erreurs du passé, c'est le cas de le dire, hein, n'est-ce pas? À un moment donné, les Européens faisaient un peu trop d'ici, de menaces ici. Joseph Kabila a coupé les liens avec eux. Et on va venir pour les élections. Non, vous ne venez pas. N'était-ce pas là une erreur? Non. Mais non. Mais non. Attendez, on fait les élections. Qu'est-ce que l'Union européenne a venu faire dans nos élections? Est-ce que vous allez aux élections de l'Union européenne? Nous appuyer? Nous appuyer à quoi? En quoi? Des observateurs. Je voudrais dire ceci. Nous avons, en tant que Congolais, 1000 fois, intérêt à faire imprimer nos billets et nos bulletins de vote ici à l'hôtel de Monnaie. Nous avons intérêt à demander à Plastica de nous faire les urnes. Nous avons intérêt à transporter au besoin nos urnes dans des brouettes sur les têtes de nos mamans, plutôt qu'à les demander de l'argent. L'argent, là, c'est un argent triste, malheureux, corrupteur, parce que vous l'acceptez, vous êtes liés. Alors, on vous impose des ministres, on vous impose des députés. Alors, on va aux élections, ils disent, oui, celui-là ne peut pas passer, celui-là ne peut pas passer, celui-là ne peut pas passer. Celui-ci doit absolument passer, celui-là doit absolument passer. C'est-à-dire leurs hommes. Et vous êtes là au bureau de la parole des choses, vous vous réunissez pendant que d'autres gens qui sont là travaillent pour l'étranger. C'est ça le problème. Donc, il y a des choses... C'est normal, non? Tout le mal viendra de l'étranger, donc. Mais, tout le mal ne vient pas de l'étranger.
Les Occidentaux ont une logique depuis longtemps. Ils disent Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Vous êtes fort, on traite avec vous. Vous êtes faible, on vous bouffe. N'est-ce pas? Donc, à partir de là, si eux, ils ne vont pas être cadeaux. C'est ça le principe, la base même du principe de la dissuasion, non? Si nous nous armons, nous nous mobilisons, ils vont traiter avec nous. Mais s'ils peuvent venir dans marcher ici comme dans des spaghettis, fatalement, ils vont nous imposer. Donc notre problème est un problème de leadership. Dotons notre pays des dirigeants qui sont des patriotes, qui sont des personnes très courageuses, qui sont des personnes volontaristes, alors les choses vont changer. Et donc, maintenant, puisqu'il est à son deuxième mandat, oui, il a intérêt à montrer cette face-là d'un vrai patriote. Que lui diriez-vous en face? Je dirais que, Monsieur le Président, vous êtes à la tête d'un des quelqu'un que vous connaissez, non? Bien sûr. Je connais lui, je connais toute sa famille, je connais. Quelqu'un qui vous connaît? Très bien. Bien avant qu'il y ait tout ça. Oui, que lui direz-vous en face? Mais je dirais que, Monsieur le Président, vous avez une chance exceptionnelle. Vous avez une deuxième chance exceptionnelle. La première est que vous avez accédé au pouvoir à la présidence de la République dans des conditions favorables. Passation pacifique et civilisée de pouvoir. Vous avez eu une remise de reprise. Donc, dans la minute qui a commencé, vous pouvez travailler. Vous avez à côté de vous, en face de vous, un président qui vient de passer 18 ans au pouvoir. Vous avez avec vous un parti politique qui était apprécié au Congo et dans le monde entier. Même si on a gaspillé ce premier mandat, pour moi j'appelle ça gaspiller, avec tous ces atouts, nous avons maintenant un deuxième mandat qui commence. Partons 6 de bon pied. Il a mal commencé parce qu'il y a eu les machines à voter. Le mandat a mal commencé. Mais vous êtes président de la République, il est important que vous fassiez tout pour doter le pays d'un Premier ministre, un vrai patriote, combatif, volontariste. Quels seraient les portraits selon vous de ce Premier ministre? Détermine. Et avec ça maintenant, impliquez-vous vous-même dans la composition du gouvernement. Avec le Premier ministre, identifiez des Congolais, tout qu'ils soient du nord au sud, d'est en ouest, les vrais patriotes, pour avoir un gouvernement qui regarde dans la même direction. C'est le travail que l'informateur fait déjà. Il faut que le travail soit à la hauteur de compréhension de l'informateur. Pardon? Il faut que le travail soit... C'est une dimension supplémentaire qui n'est peut-être pas... Qu'est-ce que vous avez contre l'informateur? Mais je ne peux pas avoir quelque chose contre ni l'informateur ni qui que ce soit. Il y a les attentes. Les attentes que nous avons, c'est que nous puissions avoir un gouvernement, 30-35 personnes maximum, qui regardent dans la même direction, des personnes sélectionnées, comme on sélectionne l'équipe de foot. Issus des partis forts? Non, surtout pas s'occuper des partis. Surtout pas s'occuper des partis. Pour ne pas être lié à des présidents. C'est pas ça le jeu politique entre nous? Non, non. Il a une mission maintenant pour récupérer le mandat passé, n'est-ce pas? Dès qu'il n'a pas été fait de le faire maintenant. Il faut pour ça avoir des gens des partis de Kamere, il faut avoir des gens des partis de Fayoulou, il faut avoir des gens des partis de Katumbi, peu importe. Mais vous avez sélectionné des personnes par leur patriotisme. Si possible, trouver un militaire à mettre un général au ministère de la Défense et un autre général au ministère de l'Intérieur. Avec un tel gouvernement qui regarde dans la même direction, alors vous pouvez inspirer confiance à la population, ce qui peut contribuer à la mobiliser, et alors on peut poser des actes. Mais si on commence, on va négocier avec celui-ci qui va donner ces gens qui vont donner, pas par leur patriotisme, parce que pour les retours qu'ils vont recevoir, on n'ira nulle part. Et le mandat va échouer. Et je l'invite à donner les moyens, il en a, pour qu'on puisse remettre l'UDPS debout. Comme ça, il aura un parti politique fort qui va l'appuyer et surtout mobiliser tout le monde, nous allons de l'avant. Donc, moi je dis qu'il a une opportunité, mais il faut qu'il comprenne ça, qu'ils ne sont pas liés par les partis politiques bidons. J'appelle les partis politiques bidons, pourquoi? Parce que depuis 1990, la liberté des choses, jusqu'à aujourd'hui, combien de partis politiques avez-vous entendu parler, tenir des congrès? Vous avez donc des mouvements de soutien, des MOPAO, tel parti appartient à celui-là, tel parti appartient à celui-ci qui les finance. Il n'y a rien à attendre. Et s'il veut faire quelque chose, qu'il ne compte pas là-dessus. Transfert téléspectateur, il s'appelle Corneille Moulumba Moujangi. Il vient de sortir récemment
un ouvrage de plus de 500 pages sur le Congo. Ça s'appelle « Piliers et dynamique pour un Congo nouveau ». Pour un grand Congo. Pour un grand Congo, pilier donc et dynamique pour un grand Congo. Pendant que nous sommes en train de parler, vous êtes en train de voir l'ouvrage là qui se présente devant votre écran. De quoi parlez-vous dans cet ouvrage, M. Corneille Moulumba? Je me suis interrogé, une question comme tout le Congolais, comment est-il possible qu'avec tous les minéraux que nous avons, les plus recherchés du monde, notre pays, notre monnaie n'a aucune valeur au-delà de nos frontières? Comment se fait-il avec toute notre potentialité agricole, nous n'arrivons pas à manger les produits du Congo que nous importons? Comment est-ce possible qu'un pays qui a construit, nous avons avec nous des millions de jeunes Congolais qui sont au chômage? J'ai compris que notre problème est que nous beaucoup d'économies, hein? S'il vous plaît? Beaucoup d'économies, hein? C'est pas seulement l'économie, c'est de voir suivre pour nous en sortir. Et l'économie, c'est conséquent sur les sociales, sur les moyens qu'on doit donner à l'armée et tout le reste. Donc l'économie est importante, une bonne partie est économique là-dedans. Mais une bonne partie a été consacrée à décortiquer pour comprendre comment on manipule, comment nous nous laissons manipuler en allant demander le soutien à l'extérieur et l'intervention de l'extérieur dans la gestion de notre pays. J'ai réfléchi là-dessus et j'ai donc donné une série de réformes qui, à mes yeux, sont importantes pour sauver notre pays. Je parle, par exemple, de ce qu'on doit interdire la circulation du dollar en monnaie en RDC et qu'on ne doit pas payer des salaires déjà en dollars. C'est une monnaie étrangère que nous ne contrôlons pas. Je parle de ce que nous devons avoir une armée qui doit être le pivot de notre développement d'au moins 3 millions de choses. Je parle de ce qu'on doit transformer la GECAMIN en une... Comment arriver, par exemple, à cette armée forte-là? Oui. Comment y arriver? Cette armée forte de plus de 3 millions où le jeune se mobilise pour y aller, où les jeunes sont motivés pour la cause nationale. Commençons. Si, au lieu de payer... le député ça, après. Au lieu de payer 80 $ ou quoi à des militaires, 50 $ à des militaires, faisons en sorte que dans chaque territoire du Congo, dans chaque territoire du Congo, que nous puissions avoir une ferme agro-pastorale de l'armée dans chaque territoire. De telle sorte que... Une ferme agro-pastorale appartenant à l'armée. De telle façon que... Entretenue et tenue par les hommes en uniforme. C'est-à-dire que autant nous aurons des militaires, des forces combattantes, nous aurons des forces productives. Et à ce moment-là... Un peu comme le service national, autant de... À peu près. Si chaque famille de militaires reçoit chaque mois un sac de maïs, un sac de foufou, un carton de poisson pêché ici, et des bidons d'huile, et que l'école des enfants des militaires est gratuite, les soins médicaux sont gratuits parce que l'armée a ses hôpitaux, l'armée a ses écoles, je pense que l'armée sera attrayante. Elle sera attrayante et quelqu'un qui entre dans l'armée, qui étudie à l'armée, tout est gratuit, et quand il termine là peut-être 5 ans ou 10 ans à travailler pour la nation, après il est libéré. On peut trouver des formules comme ça, n'est-ce pas? Ça c'est une chose. Et pour l'armement, j'insiste, on troque l'un de nos gisements, l'un ou l'autre de nos gisements. On donne aux Russes. Peu importe, c'est lui qui peut nous fournir les armes, c'est lui qui peut... Nous ne mangeons pas le cuivre, nous ne mangeons pas le coltan, nous ne mangeons pas tout ça. Maintenant, quelqu'un peut nous donner, qui peut troquer nos minerais contre les armes, nous permettra de sauver nos compatriotes dans l'est du pays. C'est ça le problème. Alors, si on a une armée de 2-3 millions de soldats, il n'y a aucun pays qui nous agressera. Si nous sommes armés, personne ne nous agressera. Vous comprenez? Donc, il y a d'abord ça. C'est ce que je propose là-dedans. Je propose, entre autres, puisque le secteur agro-pastoral est très important, que chaque église puisse avoir sa ferme agro-pastorale. Que ça devienne une conditionnalité? Mais oui, c'est-à-dire qu'on impose, on dit, pour vous reconnaître les choses, l'activité, vous devez avoir ça. Ça permet quoi? La pauvreté conduit au péché, n'est-ce pas? Nous aurons les bandits qui travailleront. Si nous luttons contre... Nous aurons les bandits qui travailleront au champ, de temps à autre. À partir de ce moment-là, on réduira la pauvreté, et donc on réduira les péchés indirectement. C'est ça que je voudrais, entre autres. Je propose que la GECAMIN soit transformée en une super structure du secteur minier, l'ensemble du secteur minier congolais. Dans la GECAMIN, on aurait la filière diamant, filière cuivre, filière coltan, tout ça. À ce moment-là, nous gérons notre secteur minier avec première mission, faire la prospection sur l'ensemble du territoire national.
Quand on a terminé ça, faire la certification de ces gisements. C'est quelle valeur, c'est quelle quantité. Parce que aujourd'hui, le pays du Golfe, hein, les pétroliers, on évalue leurs réserves à plus ou moins 18 000 milliards de dollars. Le Congo n'a été prospecté qu'à 30%. Et on évalue à 24 000 milliards. Que se passera-t-il si nous continuons la prospection sur notre territoire? Donc, on a des atouts, on marche dessus, mais on s'applique. C'est peut-être pour ça que le voisin et autres ne cessent de nous fragiliser. Mais c'est tout à fait normal. Si nous nous négligeons, c'est normal. Quand on a fait ça, alors on peut même dire, voilà, on veut emprunter telle somme sur le plan international, nous l'aurons sans problème parce que nous aurons de quoi payer. Donc, dans mon livre-là, il y a... Si dans le gouvernement attendu Corneille Mouloumba est nommé ministre de tel ou tel, aura-t-il encore le courage de défendre toutes ces belles idées-là? Mais c'est pour ça que j'ai mis ça par écrit. J'ai mis ça par écrit pour que ce soit sûr. Un gouvernement, moi j'ai l'habitude de dire, un gouvernement ça a une âme. C'est-à-dire que vous devez être un gouvernement qui pense la même chose, qui regarde dans la même direction. Si ce n'est pas ça, parce que si le gouvernement a une âme, alors le ministre des Finances, c'est ce que vous êtes, vous avez le même besoin, on débloquera les moyens nécessaires pour réaliser cela. Si ce n'est pas le cas, alors que vous avez des ministres, vous avez 64 ministres ou 65 ministres, certains qui regardent à gauche, d'autres à droite, d'autres en haut, d'autres en bas, à partir de ce moment-là, vous n'aurez rien, le gouvernement ne fera rien. Donc pour moi, ce n'est pas le fait d'entrer au gouvernement. Oui, on peut être au gouvernement, mais si on vous sollicite, vous n'allez pas dire non. Si vous avez des idées, il faut les appliquer. Mais ces idées que j'ai mis là-bas, je pourrais les appliquer que si nous sommes dans un gouvernement. Cet ouvrage est destiné à qui, M. Corneille Mouloumba? Il est destiné à tous les cadres congolais, politiques et même des membres de la société civile. Ça intéresse. Les étudiants, les professeurs, tout le monde. Ce n'est pas un livre pour un parti politique ou autre chose. Pilier et dynamique pour un grand Congo. Bien. Ça, c'est notre ouvrage que vous emmenez. Nous allons vous demander de nous écrire un mot à nous par rapport à cet ouvrage. Voilà. Ça s'appelle Pilier et dynamique pour un grand Congo. L'auteur n'est personne d'autre que M. Corneille Mouloumba, pionnier de l'UDPS, comme on aime à l'appeler. Il a été à l'UDPS dès les premières heures. Voilà, il nous fait le bonheur de nous dédicacer cet ouvrage que nous allons garder pour nous, que nous allons aussi essayer de lire et relire et commenter encore avec lui, surtout et peut-être dans les cadres d'une autre émission, qui sera uniquement consacrée à cette cause-là. Voilà. À nos amis de RUTV, serrons-nous les coudes, soyons des patriotes et nous ferons de ce don de Dieu un pays réellement grand. Nous sommes le 7 aujourd'hui, hein? Merci, M. Corneille Mouloumba. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Vous avez suivi Héros Télévision, c'était la 7-9, cette tranche d'information que vous suivez d'habitude sur notre chaîne. Merci d'avoir jeté vos télécommandes pour suivre cette émission. Le rendez-vous pour le prochain est pris. À très bientôt.